leur rappelle qu'ils ont perdu tellement de temps ici, que le petit morveux doit avoir récupéré toutes les armes maintenant. À ce moment-là, Li Yuming apparaît et questionne l'audace du vieil homme de l'appeler un petit morveux. Malheureusement pour tout le monde, le salaud a enfin une arme à feu entre les mains. Cependant, il semble ennuyé par le fait que le magasin n'avait qu'une seule arme, mais il se dit que celle-ci suffira pour s'occuper d'eux tous. Après s'être occupé de tout le monde, il prendra tout son temps pour chercher les autres armes. Li Yuming pointe son arme sur eux, leur ordonnant de retourner dans la pièce. Zhang Shi essaie de raisonner le salaud, lui rappelant que c'était Jiang Xiaoyang qui avait sauvé tout le monde et leur avait donné une chance de vivre. Mais Li Yuming leur rappelle que notre garçon a toujours des airs supérieurs. Sauver leur vie ne signifie pas qu'ils doivent le servir comme des esclaves pour le reste de leur jour. Le vieil homme appelle aussi ce salaud un ingrat. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'infirmerie, Chen Chong semble avoir ses propres plans, et on dirait qu'il est sur le point d'intervenir dans la vive discussion. Mais avant que quelque chose ne se produise, la scène se déplace au jardin de Rangxiang, où l'officier Li donne des instructions précises à notre garçon, lui expliquant comment atteindre le manoir Jinyu. Il avertit que la disposition de la zone résidentielle est compliquée, ce qui permet aux zombies de se cacher facilement, donc il doit être très prudent. L'officier Li dit à Jiang Xiaoyang qu'une fois qu'il aura trouvé les personnes qu'il cherche, il devrait revenir à Rangxiang Garden pour rencontrer tout le monde. Il conseille à Jiang de prendre la porte latérale de la communauté, pas la porte principale, pour plus de sécurité. Jiang le remercie et dit qu'il en tiendra compte. Alors qu'il commence à se diriger vers sa prochaine destination, Vieux Song propose de l'aider puisqu'il les a aidés à repousser ces zombies et à sauver leur vie. Mais l'officier Li lui rappelle qu'ils n'ont aucune idée de la situation à l'intérieur de Jinyu Mansion. S'ils tombent accidentellement sur une horde de zombies, tout le monde sera mort en un rien de temps. Zero Song demande pourquoi il laisse Jiang marcher vers ce qui semble être une mort certaine. L'officier Li répond qu'il a déjà averti Jiang autant qu'il le pouvait, donc tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est avoir de la peine pour lui. Il ajoute cependant qu'il ne devrait pas négliger les compétences de Jiang. Il est clairement capable. Pendant ce temps, à l'extérieur, la zone grouille de zombies. Et à l'intérieur, les malfrats qui retiennent en otage la famille de Jiang Sheng commencent à s'irriter de voir que Jiang Sheng n'est pas revenu. L'autre voyou s'en fiche et dit qu'il a retenu sa frustration assez longtemps, alors ce soir, il va tout lâcher sur sa femme, sinon il ne pourra pas dormir. On dirait que ces idiots attendent simplement qu'un mort revienne. L'un d'eux, cependant, semble assez intelligent pour se rendre compte que Jiang pourrait être mort, puisqu'il est sorti seul. L'autre voyou répugnant ajoute que lorsqu'ils l'attraperont, ils s'assureront de la ligoter pour qu'elle n'ait pas la possibilité de se suicider. Ils ne savent pas quand les choses pourraient mal tourner, alors ils décident de profiter au maximum du temps qu'il leur reste. Pendant ce temps, la dame tremble en entendant les voyous comploter contre elle. Finalement, Ponytail donne le feu vert à ses amis, mais il leur dit d'être prudents et de ne rien laisser arriver à la femme, surtout pas en faisant quelque chose de coquin. Soudain, Ponytail remarque quelque chose d'inhabituel dehors. En jetant un coup d'œil à l'extérieur, nous voyons que tous les zombies sont mystérieusement tombés morts. Bien que cette raison soit peut-être inconnue de ce salaud, nous savons exactement ce qui se passe. Ponytail décide de jeter un coup d'œil dehors, se demandant si cela pourrait être une équipe de secours. Mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, son chapitre de vie se termine là. Lorsqu'il sort, il est accueilli par un coup de poignard qui lui tranche la gorge nette et sa tête roule sur le sol. Pendant ce temps, les autres voyous dans la pièce sont prêts à réclamer leur prix. Ils semblent absolument ravis et excités en commençant à défaire leur ceinture. Ils arrachent son fils d'elle et la giflent violemment pour avoir crié. Ils jettent l'enfant de côté, mais le petit morveux a du courage et est prêt à se battre de toutes ses forces. Cependant, ils le mettent dehors, ne voulant pas d'autres ennuis, et ferment la porte derrière lui, laissant le pauvre enfant à l'extérieur. À ce moment-là, le corps sans tête de Ponytail s'effondre au sol, laissant l'enfant figé de stupeur. Mais ce qui le stupéfie encore plus, c'est la silhouette debout devant la porte. Mais il n'y a rien à craindre car c'est notre garçon, Jiang Xiaoyang. Jiang regarde l'enfant et demande si Jiang Shengji est son père. Le garçon bégaye un moment avant de réussir à répondre. Pendant ce temps, dans la pièce, les voyous ont déjà commencé à déchirer les vêtements de la femme, tandis qu'elle lutte pour se couvrir. L'un d'eux, arrogant et suffisant, la gifle violemment, lui demandant de crier fort alors qu'il la harcèle. Mais la femme reste silencieuse car elle ne veut pas que son fils l'entende souffrir. Finalement, le voyou décide simplement de passer sur elle puis de laisser ses autres compagnons prendre leur tour. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la porte s'ouvre brusquement. L'un des voyous pense que cela doit être le gamin qui a ouvert la porte d'un coup de pied. Mais avant qu'il puisse réagir, sa tête est proprement tranchée et il se tait instantanément. Son ami, ignorant de ce qui vient de se passer, lui demande pourquoi il reste là comme un idiot et lui dit de simplement virer le gamin. Mais ce que son ami ne sait pas, c'est que le gars a déjà perdu la tête et s'effondre aussitôt au sol. Les autres sont complètement confus, ne comprenant pas ce qui se passe. À ce moment-là, Jiang Xiaoyang en attrape un et le frappe violemment contre le mur. Le voyou, qui était en train de défaire sa ceinture avec satisfaction, bégaye en demandant l'identité de Jiang. Mais Jiang ne se donne pas la peine de répondre. Au lieu de cela, il assène un coup de pied solide au visage du voyou, l'assommant pour de bon. La scène revient à la forteresse, où Li Yuming tient son arme braquée sur tout le monde. Il leur dit une dernière fois de bouger, sinon il va tirer. Le vieil homme dit aux autres de simplement faire ce que ce salaud dit et d'aller dans la pièce. Cependant, Shen Shan décide de ne pas suivre cette idée. Le vieil homme insiste toutefois pour qu'elle obéisse à son ordre, puisque Li Yuming a l'arme, mais il la rassure en disant qu'il trouvera quelque chose plus tard. Li Yuming ricane avec dégoût et leur rappelle qu'il n'y a rien à comprendre. Il les menace en disant qu'ils n'ont pas encore vu sa cruauté et sa détermination, et qu'il établira sûrement sa domination. Il décide de s'attaquer d'abord au vieil homme puisqu'il est celui qui parle le plus. Les deux autres derrière le vieil homme essaient de le dissuader. Mais alors qu'ils parlent, ils entendent un bruit. Soudain, la serrure de la porte de l'infirmerie commence à bouger, et d'un coup fort, la porte s'ouvre. À la stupéfaction générale, c'est Chen Chong, qui a d'une manière ou d'une autre utilisé la clé pour se libérer. Il trouve ridicule que Chen Chong ait réussi à déverrouiller la porte lui-même dans son état de frénésie.
Il est clair que Chen Chong a un compte à régler avec Li Yuming, et il lui lance un regard meurtrier. Li Yuming pointe rapidement son arme, déterminé à ne pas laisser vivre un monstre qui peut ouvrir des portes à volonté. Il appuie sur la gâchette. Mais à son désespoir, le pistolet s'enraye, et il réalise qu'il est sur le point d'être fichu. Avant qu'il ne puisse réagir, le monstre se jette sur lui, le déchirant, et tuant le salaud qui a tenu tout le monde en haleine pendant les derniers chapitres. Non seulement Chen Chong élimine Li Yuming, mais il traîne aussi son corps sans vie vers l'infirmerie. Personne ne sait ce qui se passe, et ils ne peuvent que regarder avec incrédulité. Chen Chong, quant à lui, attrape la clé de la porte de l'infirmerie, la jette de côté, et il s'enferme à l'intérieur, laissant tout le monde là, perplexe. Pendant ce temps, Jiang Xiaoyong a fini de neutraliser les voyous et libère enfin la femme, puis il appelle l'enfant à le rejoindre. Mais la mère protectrice tient son fils près d'elle, demandant à Jiang ce qu'il compte faire de lui. Jiang ne prend pas la peine d'expliquer, et dit simplement au gamin de venir. Le gamin décide enfin de lui faire confiance, rassurant sa mère que tout ira bien. Lorsqu'il rejoint Jiang, notre garçon lui tend une dague et lui dit de tuer ces salauds. Les voyous comprennent rapidement ce qui les attend, alors ils commencent à supplier pour leur vie. Même la mère tente de protester, disant que ce n'est qu'un enfant. Mais Jiang affirme qu'il n'est plus simplement un enfant, et que tout change à partir de ce moment. Il dit à l'enfant que dorénavant, c'est lui qui est responsable de protéger sa mère, donc il doit rassembler son courage et éliminer les monstres qui lui ont fait du mal. Les sourires dégoûtants de ces voyous passent dans l'esprit du garçon. Nourri par toute sa colère et son courage, il fonce sur les salauds, et finalement, il les abat, vengeant enfin la souffrance de sa mère. La mère a l'air horrifiée en regardant son fils, tandis que le gamin est lui-même consumé par la colère. Il sait que même après avoir tué ces salauds, son père ne reviendra pas. Dans un moment de chagrin et de frustration, il demande à Jiang si son père pousse maintenant les pissenlits. Tristement, Jiang répond par un sombre oui. Le garçon, incapable de supporter tout cela, jette le couteau ensanglanté par terre. Il court vers sa mère et l'étreint aussi fort qu'il peut, cherchant du réconfort dans ses bras. La mère, désespérée de protéger son fils, supplie Jiang de l'emmener avec lui, offrant de faire tout ce qu'il veut en échange de la sécurité de son fils. Mais le garçon, déterminé à rester à ses côtés, dit qu'il veut la protéger. Mais Jiang les invite tous les deux à venir avec lui. Il révèle qu'il avait promis à Zhang Shangji qu'il les garderait en sécurité. Avec cette assurance, la mère et le fils suivent Jiang de près, passant devant les cadavres des voyous vaincus. L'enfant a peur en voyant ces corps, et il a encore plus peur du monstre qui a tué ses gars. Jiang, avec son calme habituel, répond que c'est lui qui les a tous mis à terre. Au fait, n'oublions pas que le nom de ce garçon est Shui, et que sa mère s'appelle Xiao Li. Soudain, Jiang leur fait signe de s'arrêter, percevant des bruits suspects à proximité. Il se tourne vers Xiao Li et lui demande si elle sait où se trouve le bâtiment 8 à Banyan Garden. La mère lui rappelle que c'est dans la même direction qu'il regarde actuellement, et lui demande pourquoi il pose la question. La scène se déplace ensuite vers le bâtiment 8, où un groupe de pilleurs se tient dehors, exigeant des fournitures de tous ceux à l'intérieur. Ils assurent aux résidents qu'ils les épargneront s'ils abandonnent leurs ressources. À l'intérieur, notre équipe est cachée dans les appartements, débattant s'ils doivent céder. L'officier Lee rejette rapidement l'idée, disant que les pilleurs sont des animaux qui ne tiendront pas parole et tueront tout le monde sauf les femmes. Les voyous dehors continuent de crier, donnant à tout le monde seulement 10 minutes pour coopérer ou risquer d'être tués. À l'intérieur, une des femmes pense à sortir pour supplier les pillards de les épargner. Mais l'autre proteste, refusant de devenir un jouet pour ces animaux. Mais le gorille les fait taire, leur disant de ne pas s'inquiéter. Il les assure qu'ils n'ont pas l'intention de se rendre et leur dit de surveiller le couloir, convaincu que les pillards ne pourront pas les dépasser. Pendant ce temps, le chef de la bande des pillards à l'extérieur sourit pour lui-même, en pensant à quel point ils sont bien armés. Son sous-fifre cependant sait que leur force n'est pas suffisante pour s'imposer, car le chef des survivants à l'intérieur est armé, sans oublier qu'il se cache, ce qui rend encore plus difficile de pénétrer à l'intérieur. Mais le chef se contente de sourire en disant qu'ils n'ont pas besoin de forcer leur passage. Au lieu de cela, il ordonne à ses hommes de couper l'approvisionnement en eau des appartements du premier étage et attend de voir combien de temps ils tiendront. Pendant que ces voyous planifient leur tactique, Jiang Xiaoyong se tient à proximité, observant ces types discrètement. Shui demande innocemment si ce sont de mauvaises personnes, ce à quoi Jiang répond par l'affirmative. C'est à la fois humoristique et ironique que Shui pose une question si innocente, surtout sachant que c'est lui qui vient de tuer 3 hommes adultes avec un poignard. On pourrait s'attendre à un développement solide du personnage de ce gamin, mais il semble toujours garder son charme enfantin. Jiang rappelle alors à Shui que ce sont le même genre de personnes qui ont intimidé sa mère, et c'est pour cela qu'ils doivent être traités. Pendant ce temps, l'officier Lee dit à tout le monde de garder les escaliers et de rester cachés, car il prévoit d'aller voir ce que ces types en bas sont en train de faire. L'officier Lee se dirige ensuite vers la fenêtre et jette un coup d'œil dehors, remarquant qu'ils sont tous les 7 armés, dont 3 avec des armes à feu. Mais un grand bruit retentit soudainement, surprenant l'officier Lee. Le reste du groupe est tout aussi confus, ne sachant pas ce qui se passe. Comme nous le savons, ces gars se font déchiqueter par les balles de Jiang Xiaoyong, et l'un de leurs hommes tombe à terre. Les autres sont laissés dans l'ignorance de qui vient de les mettre hors jeu. C'est alors qu'officier Lee aperçoit Jiang Xiaoyong, arme à la main, s'avancer. Mon gars commence à ouvrir le feu, et l'un des voyous reçoit une balle en pleine tête. Quand ils le voient debout au milieu de leur cercle, ils commencent à riposter avec leur pistolet. Mais Jiang continue simplement de s'avancer, imperturbable, car pas une seule balle ne l'effleure. Cela ne fait que le faire sourire à la vue de ses amateurs. Il lève son arme, visant le chef des sbires caché derrière le bloc de béton. Mais ces balles frappent plutôt le bloc. Le chef frustré crie à ses sbires, leur ordonnant de commencer à tirer pendant que notre gars est occupé à le viser. Le sbire finit par se redresser, bien déterminé à abattre Jiang lui-même. Mais Jiang change rapidement de cible, pointant le canon de son arme directement sur le gars. Et avec une ou quelques balles,
il fait sauter la tête du salaud. Le chef de l'équipe ricane derrière le bloc de béton, se sentant arrogant en pensant que Jiang doit être à court de balles maintenant. Confiant, il décide de passer à l'action, visant son arme sur Jiang. Mais Jiang Xiaoyong le fixe avec un regard froid et inébranlable, se tenant droit devant lui. Dès que le voyou appuie sur la gâchette, Jiang bouge la tête avec une rapidité fulgurante, évitant le tir. Il attrape le bras du voyou, celui qui tient l'arme, et dans un mouvement fluide, il vise la même arme sous le cou du bâtard. Sans hésitation, Jiang appuie sur la détente, envoyant une balle à travers la tête du type. Et tout comme ça, toute l'escouade de criminels est réglée. Jiang fouille ensuite le corps du chef, cherchant quelque chose d'utile. Après cela, il entre dans le bâtiment pour découvrir qu'il reste encore quelques sbires de l'escouade. Les voyous restants se jettent sur lui sans hésiter, désespérés de le faire tomber. Mais Jiang ne bronche même pas, il reste ancré sur place, impassible. Et tout ce qui brise le silence, ce sont 3 coups de feu rapides, chacun parfaitement ajusté, qui fauchent les voyous sur le coup. En regardant tout cela, Shuai est aux anges, visiblement impressionné par la façon dont notre garçon a géré la bagarre. Il ne peut s'empêcher de l'admirer encore plus. Juste à ce moment-là, une tâche du système apparaît devant notre garçon, révélant son prochain objectif. Recruter des survivants de Rongxiang. Compléter cette tâche promet une récompense. Jiang Xiaoyong interroge à propos de ces personnes, et l'officier Li répond en expliquant qu'elles viennent des villas de Beikuishan, situées au sud de la ville. L'officier Li appelle alors rapidement les 2 hommes en veste jaune, Liu Chao et Chen Ji, et leur demande de mettre le frère Yong au courant à propos de Beikuishan, puisqu'ils sont arrivés en courant depuis le sud. Les 2 gars en veste jaune révèlent que les gens là-bas sont un gang, armés, bien équipés et retranchés dans les villas de Beikuishan, recueillant presque tous les survivants du sud. Cela fait hésiter Jiang Xiaoyong, qui se remémore sa vie précédente. Il se demande si Beikuishan pourrait être l'endroit où se trouvaient les colonies de Lishuxian et Kujing, et si ce seraient eux qui ont pris le contrôle. Il demande aux gars en manteau jaune s'ils sous-entendent que Beikuishan est maintenant le seul établissement restant dans le sud. L'homme en manteau jaune répond que cela n'a pas toujours été le cas, mais que le gang avait des armes et que les plus petits établissements ne pouvaient pas se défendre. À mesure qu'il prenait le contrôle de chaque endroit, il tuait la moitié de la population puis enlevait les femmes jeunes et jolies, ainsi que quiconque était prêt à être complice. Zheng Xiaoyong est certain de savoir qui est derrière tout ça, et lorsque l'agent Li entend sa déclaration confiante, il lui demande ce qu'il veut dire par là. Jiang répond que les 3 gars qu'ils viennent d'arrêter avaient chacun des pistolets, et il leur dit de les garder et de vérifier s'il y a des chargeurs supplémentaires, parce qu'il y en a probablement plus dans les parages. Il leur donne aussi son fusil et dit à l'officier Li de le garder, et qu'il leur laissera 5 chargeurs. Hong explique que l'équipe de Beikuishan ne laissera pas tomber ça, et qu'avec ses armes, une dizaine d'hommes ne devrait plus être un problème maintenant. Il leur dit de tenir ici pendant quelques jours pendant qu'il se réorganise chez lui, puis reviendra pour s'occuper de cette fichue équipe. Un des hommes présents est choqué, et demande si Jiang envisage sérieusement de s'en prendre à Beikuishan. Il fait remarquer qu'ils sont probablement des douzaines, voire plus, et que ce n'est pas une mince affaire de les affronter. L'officier Li essaie de convaincre Jiang que cela ne vaut pas le risque pour eux. Il suggère qu'il trouve simplement un autre endroit. Notre garçon rassure l'officier Li de ne pas s'inquiéter parce qu'il a déjà un différend avec l'équipe de Beikuishan. De plus, dans quelques jours, il prévoit de revenir avec un plus gros véhicule pour évacuer tout le monde à l'est de la ville, près de l'ancienne Tilif City. Il y construit une forteresse et aura besoin de gens pour aider. Sur ce, Jiang se retourne et s'éloigne, offrant un adieu décontracté et leur disant de prendre soin d'eux. Il emmène aussi Xiaoli et Shuai avec lui. La scène passe à un cadre plus sombre et plus menaçant. Des cadavres jonchent le sol et à l'extérieur, un garde solitaire est de service. L'endroit qu'il garde n'est autre que Beikishan. À l'intérieur du manoir, nous voyons les personnes qui dirigent ce gang. Wenj, avec ses cheveux orange, est le chef de cet endroit. Et il demande pourquoi ils n'ont pas encore géré les fournitures au centre de divertissement Jinyu. Xiaoli, l'homme corpulent, répond lors d'une réunion, disant qu'il a déjà envoyé des gens, donc il devrait être revenu maintenant. Mais ils ne savent pas que ces gens ont déjà été éliminés. L'autre gars, connu sous le nom de Kaiji, s'adresse au gros et lui rappelle qu'il y a pas mal d'affiliés haut de gamme vivant à Jinyu Mansion. Et ils ne peuvent pas simplement prendre les fournitures du centre de divertissement sans conséquence. Xiaoli l'assure que ces gens ont déjà pour instruction de ramener tous ceux qui sont vivants. Le patron a l'air furieux et exprime ouvertement sa déception envers Xiaoli, frustré qu'il n'ait toujours pas accompli une seule tâche qui lui a été assignée. Sentant le poids de la colère de Wen, Xiaoli promet humblement que cette fois, tout sera parfaitement géré, tandis que Kaiji sourit en arrière-plan, content de voir Xiaoli suer sous la pression. Une fois Xiaoli sorti pour prendre l'air, un de ses acolytes remarque son humeur morose et lui demande pourquoi il a l'air si abattu. Xiaoli réplique en demandant si les 7 hommes qu'il a envoyés sont revenus. Le sous-fifre l'informe qu'il a envoyé des gens il y a 1 heure pour vérifier et qu'ils ont rapporté que toute l'équipe a été anéantie. La nouvelle laisse Xiaoli stupéfait et terrifié. Il ne peut pas croire que des civils ordinaires de Rongxiang Gardens aient pu abattre 3 hommes armés. Pris de panique, il ordonne à son sbire, Taozi, de rassembler tous ceux qui savent manier des armes. Cette fois, il est déterminé à ne pas laisser la mission échouer. Pendant ce temps, Jiang Xiaoyong retourne enfin à la base. Dès que Shan Shan entend le bruit de la voiture, elle réalise rapidement que cela doit être le retour de frère Yong. Lorsque Jiang pénètre dans le périmètre de son fort, la fenêtre de mission s'affiche, l'informant que la mission a été accomplie avec succès. Shan Shan le salue, heureuse de le voir revenir. Mais Jiang remarque rapidement que Lu Yiming manque dans la foule. Manga est absolument ravi de voir que son intuition au sujet du serpent était correcte. Tout le monde est choqué de réaliser que Jiang savait depuis le début au sujet de Lu Yiming. Jiang désigne ensuite Xiaoli et Shuai, demandant aux autres de leur montrer leur chambre puis de le rejoindre à l'infirmerie. Une fois seul avec son groupe, Jiang explique qu'il savait depuis le début que Lu Yiming avait de mauvaises intentions.
Bien qu'il admette qu'il n'était pas entièrement sûr que c'était lui, il était certain que l'un des amis de Jiangxi était une ordure. Jiang Xiaoyong lance ensuite une grosse arme vers Jiangxi. Alors que tête de décoloration l'attrape et examine les balles, il réalise rapidement qu'elles sont en caoutchouc. L'esprit du vieil homme s'éveille, et il demande rapidement des nouvelles de l'enfant, Chen Chong, qui se trouve à l'infirmerie. Jiang se dirige avec assurance vers l'infirmerie, mentionnant nonchalamment que Chen Chong n'est pas un zombie ordinaire. Au contraire, c'est un mutant rare, un fait que mon gars avait déjà confirmé il y a quelque temps. Il avait demandé au zombie de cligner des yeux 3 fois, et, à sa surprise, le zombie avait obéi. Jiang explique qu'après l'apocalypse, ceux infectés par des sources surnaturelles ont une mince chance de devenir des mutants rares. Ces mutants possèdent généralement une intelligence et un potentiel bien supérieur à ceux des zombies ordinaires. Ils peuvent même conserver des fragments de leurs souvenirs passés, et Chen Chong est exceptionnellement rare parmi les rares. Jiang ouvre alors la porte, et la première chose qu'il voit, c'est Chen Chong debout au-dessus de la tête de l'homme qui causait des problèmes. Le zombie agite rapidement la main en voyant Jiang. Jiang lui ordonne d'arrêter de se retenir, disant qu'il n'y a pas besoin de se restreindre et qu'il devrait se débarrasser de ce salaud maintenant. Alors que le type mutant commence à traîner ce serpent dehors, son ami à la tête décolorée lui demande s'il se souvient de lui, et les pieds du zombie vacillent, alors qu'il s'arrête et regarde Jiangxi. Personne ne peut deviner ce qui se passe dans l'esprit du zombie. Brusquement, il frappe de la main la tête décolorée, qui l'évite de justesse. On dirait que Chen Chong se moque simplement de son vieil ami, ce qui explique à Jiangxi comment même en tant que zombie, il ne peut toujours pas garder ses mains pour lui. Plus tard, Jiang Xiaoyong fixe l'écran de son système. Jiangxi débloque un succès caché intitulé « Compagnon mutuel » et le succès est complété, ajoutant des points système au total de Jiang. Jiang est surpris de voir qu'il a débloqué un succès caché, un joli petit bonus. Curieux, il décide de vérifier si la boutique a quelque chose de nouveau. En regardant, il remarque une boîte de niveau 2 intitulée « Boîte de fourniture haute technologie », quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Cependant, c'est cher et Jiang hésite à dépenser ses 50 points durement gagnés. Au lieu de cela, il choisit d'ouvrir d'abord les 2 boîtes restantes, en jugeant qu'elles ne prendront plus de place. Lorsqu'il les ouvre, il reçoit 2 objets inattendus. La boîte de secours de sauvetage lui accorde un bloqueur d'infection interdimensionnel, qui offre une chance de bloquer les infections d'un autre monde, mais ne peut pas inverser les mutations déjà terminées. La boîte de ravitaillement dissuasive armée le surprend encore plus car elle contient un Barrett M82, un puissant fusil de sniper, ainsi qu'un lot de balles. Zhang est stupéfait par sa chance incroyable. Non seulement il reçoit une arme révolutionnaire d'une boîte de niveau 1, mais le bloqueur d'infection est un véritable atout. L'idée qu'il pourrait potentiellement empêcher quelqu'un de se transformer complètement en zombie l'excite. Ce coup de chance le remplit de confiance, le rendant encore plus impatient d'ouvrir la boîte de niveau 2. Il a du mal à contenir son excitation, mais il sait qu'il a d'abord une mission sur laquelle se concentrer. Sa tâche actuelle est de recruter des survivants du jardin de Rongxiang, et il a hâte de l'accomplir demain. Dehors, Chen Chong jette le serpent hors des environs de leur fort, car il n'y a pas de place pour des traîtres comme lui. Alors que le matin arrive, tout le monde se rassemble sur le terrain d'entraînement. Des plus âgés aux plus jeunes, chacun est armé et prêt. Jiang annonce qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit passer au moins 1 heure par jour à pratiquer le tir. Ils commencent à tirer sur des bouteilles cibles, et chaque coup crée un éclat de lumière. C'est impressionnant de voir les boîtes visiblement touchées, mais ne pas exploser sous les tirs. Jiang se tourne vers Oncle Sheng, lui demandant de faire rassembler tout le monde par Jiangxi et de libérer quelques pièces supplémentaires, car il prévoit de ramener des survivants de Rongxiang Garden aujourd'hui. Le vieil homme accepte aussitôt, prêt à exécuter les ordres de Jiang. Jiang ordonne également à Chen Chong de l'accompagner dans la mission d'escorte, sachant que la force et les capacités des zombies mutants seront utiles. Plus tard, il trouve finalement un bus abandonné actuellement envahi par des zombies, sans esprit. Mais Jiang élimine les zombies avec facilité, et Chen Chong aide en jetant les créatures hors du bus également. Une fois le bus dégagé, Jiang remet les clés du bus à Chen Chong, lui disant qu'il peut enlever son masque s'il le veut maintenant car il n'a plus besoin de se retenir. Cependant, il ajoute qu'une fois arrivé à Rongxiang Garden, il doit s'assurer de remettre le masque pour ne pas effrayer qui que ce soit. Le mutant acquiesce avec un grognement. Pendant ce temps à Bikeshan, Xiali se prépare à partir pour Rongxiang Garden, accompagné d'un groupe de sbires. Cette fois, Xiali mène personnellement l'attaque, déterminé à détruire Rongxiang Garden, une fois pour toutes. Il refuse de croire qu'il va perdre, pas avec le nombre et l'armement qu'il a à sa disposition. Leur camion rugit et sort du complexe en direction de Rongxiang Garden. Après avoir nettoyé et détourné un bus rempli de zombies, Jiang Xiaoyang a sauté sur le siège du conducteur et s'est rapidement mis au travail. Il a vu quelques zombies de plus obstruant l'autoroute et n'a même pas pensé à appuyer sur les freins une seule seconde. Notre gars a fauché ces monstres sans cervelle comme le giga Chad qu'il est. Avec sa vitesse de réaction accrue, il a utilisé le bus pour dériver et zigzaguer à travers la pléthore de voitures abandonnées bloquant son autoroute personnelle. De retour à Rongxiang Garden, le bâtiment de grande hauteur semblait paisible de l'extérieur. À l'intérieur, le groupe de survivants dirigé par le policier fiable, Big Broly, est en train de grignoter leurs rations, en veillant à ne pas épuiser leurs réserves limitées d'un seul coup. Leur repas a été interrompu par le bruit fort d'un moteur de voiture venant de l'extérieur. L'enfant supposait que frère Xiaoyang devait être revenu pour les sauver. Heureusement, grand frère Li a la tête sur les épaules. Il a pris son AK-47 et a fait signe à tout le monde de se taire pendant qu'il vérifiait la situation en premier. Avec la plus grande prudence, il a lentement glissé sa tête au-dessus d'une des fenêtres, avec une vue dégagée à l'extérieur. Ce qu'il vit n'était pas leur sauveur, mais un groupe de voyous assoiffés de vengeance. Ils vérifiaient leurs armes et cherchaient le bâtiment numéro 8. Après confirmation, les voyous prirent les armes et, après avoir confirmé leur cible, Li Shuziong ordonna à ses hommes de se déplacer. Grand frère Li était stressé.
Juste quand ils pensaient qu'ils pouvaient quitter leur cachette pour rejoindre la forteresse de Frère Yang, les salauds de la montagne Bichui sont apparus. Vieux Song a levé son pistolet volé, prêt à affronter les salauds qui ne peuvent pas apprendre leur leçon. Maintenant qu'ils ont quelques armes distribuées parmi le groupe, les survivants ont gagné pas mal de confiance. Grand frère Lee a crié aux faux durs de ne pas devenir arrogant. Juste à l'extérieur se trouve un bataillon entier qui les surpasse en nombre et en armes d'une large marge. Il a rappelé à tout le monde de s'en tenir au plan et alors qu'il se dirigeait vers le toit, il a installé une embuscade. Dehors, le bataillon de Bichui Mountain évaluait s'ils avaient atteint la distance optimale pour terrifier les survivants retranchés dans le bâtiment. Dirigés par Li Shuqiang, ils ont collectivement levé leurs armes à lunettes, visant soigneusement les nombreuses fenêtres du bâtiment numéro 8. Vieux Song a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a immédiatement crié à tout le monde à l'intérieur de faire attention et de se mettre à l'abri. Le matin silencieux a été interrompu par le bruit des armes automatiques tirant sauvagement dans le gratte-ciel. Toutes les fenêtres à portée ont été brisées, poussant le Vieux Song plus loin à l'intérieur. Après la première vague de tirs d'avertissement, Shuqiang ordonna à l'un de ses sbires de lui passer le mégaphone. Pendant qu'il négocie un accord, les autres doivent continuer à viser et à briser les fenêtres dans l'intention de tirer sur quiconque ose montrer son visage. Shuqiang parla avec arrogance dans le micro, exigeant l'attention des survivants cachés à l'intérieur. Avant qu'il ne puisse proférer une autre menace ou dire un autre mot, le laquais juste à côté de lui s'est fait transpercer le crâne et éclater le cerveau par une balle. Les voyous se figèrent de peur. Ils ne s'attendaient pas du tout à être pris pour cible par des tireurs d'élite cachés. La seconde d'après, un autre salaud est tombé sur son derrière après avoir reçu une balle nette dans la jambe. Sur le toit de l'immeuble numéro 8, la bouche du AK-47 répand l'odeur de la poudre à canon dans l'air pendant que les voyous s'agitent pour trouver un abri. Grand frère Lee s'est positionné à un endroit optimal avec une vision claire des ennemis. La montagne Bichui n'aurait jamais pu anticiper que les survivants auraient en stock des armes automatiques à longue portée. Shuqiang a blâmé les renseignements qu'ils avaient reçus pour le fait que les survivants n'avaient qu'un pistolet. Même s'ils avaient volé les armes des 7 idiots qui sont morts la dernière fois, il ne devrait y avoir que 4 pétoires. Les voyous paniqués se tournèrent vers leur chef pour savoir la prochaine étape, craignant d'être abattus par la menace invisible. La réponse simple était de se retirer. Vous voyez, ces salauds ne sont pas exactement les plus futés. Ils ont pris cet ordre au pied de la lettre et se sont dispersés comme des poulets sans tête, sortant de leur abri au lieu d'attendre le signal pour courir ensemble. Comme on pourrait s'y attendre, courir dans les rues à découvert avec un tireur d'élite mortel est une recette pour le désastre. Le flic sur le toit était aussi impitoyable qu'il était précis avec cet AK. Shuqiang a réprimandé ses crétins de subordonnés pour avoir couru vers leur mort. Il a compté jusqu'à 3 et les salauds restants se sont retirés comme si leur vie en dépendait. C'est parce que c'était le cas. Pendant que ses sbires décampaient en panique, le boss Lee restait caché derrière son mur. Il n'a pas fallu longtemps au sniper sur le toit pour ajuster son tir et éliminer les voyous en fuite un par un, enchaînant les tirs à la tête et les tirs au corps les uns après les autres. Depuis le début, la stratégie du boss Lee était d'utiliser ses hommes comme chair à canon jusqu'à ce que le sniper ait épuisé ses munitions pour pouvoir retourner en sécurité à sa voiture. Un geste de crapule certifié. Comme il s'y attendait, le sniper avait épuisé ses munitions et devait recharger avec un nouveau chargeur pendant un moment. Le gros cul de Shuqiang a réussi à atteindre la voiture en toute sécurité. Sur tout un bataillon, il ne reste plus que 4 personnes. Et malheureusement pour le dernier qui traînait quelques secondes derrière, Li Shuqiang est au volant et il n'était pas question de risquer de se faire descendre en attendant une autre unité sacrifiable. Catboy s'est fait percer le crâne par une balle de gros calibre, et c'était la fin. Les 2 autres qui ont eu la chance de sauter dans la benne se sont abaissés, craignant de subir le même sort que tous les autres de leur groupe. De retour sur la route principale, le bus magique de Zhang Zhuyang file toujours à travers l'autoroute encombrée comme s'il jouait à Mario Kart. Notre garçon était aussi calme qu'un concombre alors qu'il naviguait sur son chemin pour sauver les survivants. Étant donné que les routes sont quasiment abandonnées à ce stade, voir une autre voiture arriver à grande vitesse en sens inverse était une surprise. Même s'il aurait pu, Zhuyang a choisi de ne pas intervenir ni de poursuivre. Il est concentré sur la mission en cours. Actuellement, obtenir des points est d'une importance capitale pour lui. Après quelques minutes de conduite en douceur, il est arrivé devant le bâtiment numéro 8. Shen Chong, le zombie amical, et Zhuyang sont sortis du bus et ont immédiatement vu les conséquences de la fusillade. Le jeune homme a été impressionné de voir que le fusil qu'il avait laissé derrière lui s'était avéré utile. Il a également compris que la voiture qu'il venait de voir devait appartenir aux pillards en fuite. Chen Chong regarda les cadavres humains frais et criblés de balles éparpillés sur le sol et se mit à saliver en grognant comme un animal. Zhuyang sourit et demanda à son copain zombie s'il avait faim. Il donna à Chen Chong le feu vert pour se déchaîner sur les carcasses fraîchement tuées. Il vaut mieux qu'il profite du festin de viande humaine plutôt que de le laisser aux zombies sans esprit des environs. Dès qu'il entendit qu'il était libre de se remplir la mâchoire de subsistance, Chen Chong sourit comme un gamin à l'air dérangé dans une confiserie. Zhuyang laisse ce garçon courir librement tant qu'il le rejoint sous le bâtiment 8 après le festin. Chen Chong ne perdit pas une seconde et mordit dans la chair nerveuse du cou du voyou mort le plus proche. Il savoura le goût du sang et de la chair touchant sa langue. Dès qu'il avala, une sensation revigorante se répandit dans tout son corps. Pendant ce temps, Yung Xiaoyang se promenait à travers le champ de bataille sanglant comme s'il faisait une promenade tranquille dans le parc. Vu la méthode efficace avec laquelle les voyous ont été gérés, il était impressionné par la détermination de Li Hongli lorsqu'il s'agissait de tuer. Le garçon a passé sa tête au-dessus des fenêtres brisées en entendant des pas, et il s'est immédiatement illuminé en voyant Xiaoyang. Après avoir confirmé qu'il s'agissait de leur sauveur, le reste des survivants s'est montré et l'a invité à s'approcher avec enthousiasme. Avec le super flic en tête, les survivants se regroupèrent et retrouvèrent le jeune homme en bas. Grand frère Li remercia formellement Xiaoyang de lui avoir prêté l'arme de contre-attaque qui a sauvé tout le monde. Il s'avère qu'avant de prendre sa retraite, ce type était un tireur d'élite. Leurs joyeuses retrouvailles furent interrompues par un rugissement guttural et fort résonnant au loin. Il fut suivi par le bruit de pas réguliers. Les survivants étaient figés de terreur dès qu'ils ont vu ce qui se rapprochait lentement d'eux. C'est notre zombie badass préféré, Chen Chong, boitant avec une expression tendue sur le visage.
Grand frère Li fut le plus rapide à réagir. Il saisit l'AK-47 de confiance et visa rapidement le zombie approchant. Xiaoyang maintint calmement le fusil et dit aux survivants de se détendre puisque ce type était l'un des leurs. Il dit que la bête est l'un d'eux, mais tout le monde a du mal à croire une déclaration aussi ridicule. Peut-on leur en vouloir? Xiaoyang a dirigé l'attention de Chen Chong vers les autres voyous morts à proximité, lui disant de se remplir avec plus de nourriture gratuite. Big Broly était à la fois étonné et terrifié. Il a demandé si Xiaoyang avait la capacité de parler aux zombies, ou quelque chose de ce genre. Le jeune homme affirma que Chen Chong n'était pas un zombie ordinaire. C'est une affaire compliquée, alors il exhorta tout le monde à monter d'abord dans le bus et promit de tout leur expliquer en route. Alors qu'il se dirigeait vers le bus, Xiaoyang rappela à son ami zombie de manger rapidement et de revenir au bus dès qu'il aurait terminé. Chen Chong fit le geste de « OK », comme s'il ne pouvait pas être dérangé d'arrêter sa mastication sanglante. Après avoir mis chaque bandit mort de Beachway Mountain dans son estomac, Chen Chong sortit sa muselière et la remit. Les survivants ne pouvaient pas détourner les yeux de la scène bizarre devant eux. L'enfant ne pouvait même pas imaginer comment l'un de ces berserkers sans esprit pouvait avoir la lucidité de mettre une muselière tout seul. Xiaoyang a averti l'enfant de ne pas laisser Chen Chong l'entendre appeler le masque spécialisé une muselière s'il ne voulait pas se faire frapper. Discrètement, le gamin commence à trouver ce zombie muté cool. Après son festin en solo, Chen Chong est monté dans le bus comme un gars tranquille. Après avoir mangé autant de gens d'un seul coup, sa masse a beaucoup augmenté, et le bus s'est visiblement incliné sur le côté dès qu'il est monté. Cette fois, Chen Chong avait même réussi à articuler des mots indistincts tout en rendant la clé de la muselière à son pote. Même Xiaoyang ne s'attendait pas à ce que Chen Chong acquiert la capacité de parler si vite, même si ce n'était qu'un seul mot. Il a mangé un total de 6 cadavres et doit avoir commencé à évoluer davantage. En ce moment, la préoccupation principale de Xiaoyang est de ramener tout le monde chez lui pour convertir ses points et renforcer la colonie. Il s'est assis sur le siège du conducteur et a averti tout le monde de bien s'accrocher alors qu'il passait de 0 à 100 très rapidement. De retour au quartier général de Beachway Mountain, Li Shuxiong devait rendre compte de son échec à ses supérieurs. Il a été réprimandé pour être un idiot incapable d'accomplir quoi que ce soit. Il a essayé de plaider sa cause auprès de Boss Lin. Il a tenté de se défausser de toute faute, affirmant avoir reçu des informations inexactes avant le raid. Il n'avait pas du tout été informé que les survivants avaient des fusils automatiques. Boss Lin a refusé de croire son excuse. Logiquement parlant, il est difficile de croire qu'un policier de petite ville posséderait un fusil automatique dans ce pays. Le grand patron était offensé, pensant que Shuxiong inventerait un mensonge aussi stupide. Mais il a tenu bon et a demandé s'il pouvait envoyer quelqu'un vérifier le champ de bataille pour voir s'il mentait ou non. Le bras droit du patron en avait assez de ces conneries et a fichu le salaud par terre. C'est le moment pour Li Shuxiong de sortir de la pièce. Monsieur Main Droite commence à se lasser de l'idiotie et de l'inutilité de Shuxiong depuis un moment maintenant. Puisque l'imbécile leur a coûté de lourdes pertes en effectifs, il pourrait toujours régler le problème directement à la source et tuer le salaud. Un autre dirigeant de Beachway Mountain, Boss Shu, a évoqué la véritable raison pour laquelle le bras droit ressentait de la rancune envers Li Shuxiong. Ce pervers ici lorgne la fille de Shuxiong depuis un moment maintenant. Le renard vicieux a proposé qu'il se partage la fille du salaud en la considérant comme une propriété commune. Boss Lin sourit. Il semblait d'accord avec cette idée, mais a insisté sur le fait qu'ils n'ont pas à se précipiter. Ils doivent d'abord trouver l'occasion parfaite. À l'insu des bandits corrompus, Li Shuxiong n'est jamais parti. Il écoutait simplement leur conversation dégoûtante depuis l'entrée. Il serrait les dents de colère. Franchement, il faut vraiment qu'il se tire de ce pétrin. Quelques heures plus tard, il retourna dans sa somptueuse maison et fit une crise de colère puérile. Par frustration de son incompétence, il saccagea sa propre maison comme un idiot. Sa copine sortit pour prendre de ses nouvelles, essayant de consoler le gros imbécile. Li Shuxiong lui dit simplement de commencer à faire ses valises, car ils doivent quitter cet endroit dès que possible. Elle a demandé où ils iraient, et ils ne pouvaient pas donner de réponse claire. La seule chose certaine est que cet endroit ne sera plus sûr, et ils doivent planifier à l'avance. Le patron Li a appelé son assistant Qingzi, et le fidèle Larbin est arrivé en courant comme un bon garçon. Il ordonna à Qingzi de rassembler tous leurs hommes restants, alors qu'ils se préparaient à partir à minuit. Sa fille sentait clairement que quelque chose n'allait pas, et ça ne lui plaisait pas du tout. Bref, revenons aux personnes qui comptent réellement. Xiaoyang arriva à son complexe, garant le grand bus dans l'un de leurs nombreux parkings intérieurs. Les survivants du bâtiment numéro 8 descendirent du véhicule et s'émerveillèrent devant l'ampleur de la forteresse de Xiaoyang pour le jour du jugement dernier. Avec eux sains et saufs, la mission de recrutement des survivants est terminée. Il devait en sauver 5, mais il a réussi à en ramener 8. En plus de la récompense de 25 points, il a reçu 5 points supplémentaires en bonus, portant son total à 66. Xiaoyang se tourna vers son compagnon zombie et l'informa que demain soir, il partirait en mission à 2 dans le district sud. Grand frère Li surprit la conversation entre l'humain et le zombie et demanda curieusement ce qu'il y avait dans le district sud. Le jeune homme lui dit simplement qu'il devait régler quelques rancunes transtemporelles non résolues avec les gens de la villa de la montagne Beachway. À la tombée de la nuit, Xiaoyang s'enferma dans sa chambre tout en regardant la caisse de ravitaillement de haute technologie de niveau 2 valant 50 points, pour laquelle il avait désormais suffisamment de points pour l'acheter. Sans hésitation, il cliqua sur le logo de l'objet, impatient de découvrir ce que contenait sa première caisse de niveau 2. Après l'avoir échangé avec succès, ses points actuels ont chuté à 16. Une lumière vive tourbillonnait autour de son corps tandis que Jiang Xiaoyang priait de ne pas être déçu après avoir dépensé une fortune. Heureusement, la boîte de fourniture de niveau 2 à haute technologie n'a pas déçu du tout. Le dieu des chances sourit à Jiang Xiaoyang et lui offrit un sérum d'amélioration physique. Cette grande seringue contient un médicament miracle capable d'augmenter sa puissance physique de 20 points. Sans hésitation, il s'injecta cela directement dans les veines et laissa le contenu se répandre dans son sang. C'était beaucoup plus douloureux qu'il ne l'avait imaginé. Actuellement, il est à 33 points dans les statistiques physiques. Cela équivaudrait à plus de 6 fois la force d'un homme moyen. Cela n'a pas seulement amélioré sa force brute, cela a également amélioré ses sens. Il a senti un moustique bourdonner dans sa chambre et a instinctivement attrapé le petit insecte par son dard.
Sa coordination main-œil améliorée serait sûrement utile au combat. Il relâcha sa prise mortelle, et le moustique s'envola hors de la pièce. On peut dire que Xiao Yang était profondément satisfait de sa récompense. Avant le coucher du soleil, il fit sa patrouille habituelle avec frère Xiang autour de la base. Dans l'une des cours ouvertes, il trouva Li Hongli dirigeant la pratique du tir pour ceux qui étaient intéressés. Après cette session, Xiao Yang se dirigea vers le sud de la ville. Avant de partir, il voulait simplement demander officiellement aux vieux flics de prendre en charge l'entraînement au tir pour les autres, puisqu'il est probablement leur meilleur tireur d'élite. Le vieux Li accepta le travail avec confiance, désireux de contribuer à sa spécialité. Cela réglé, Xiao Yang marcha, et Brother Xiang boita jusqu'au bus. Alors que ce bus public roule bien au-dessus de la vitesse à laquelle il devrait circuler, quelque chose d'autre se prépare dans le camp ennemi. Ce n'était qu'un bon à rien. Un gangster. Li Shuqiang avait arrangé la fuite de tous ses hommes dès qu'il avait senti le couteau s'approcher de son dos. Malheureusement pour lui, le plan d'évasion n'était pas aussi infaillible qu'il le pensait. Les grands patrons de Beachree Mountain Villa se sont garés dans son allée, bloquant ses sorties. Dans la voiture de tête se trouvaient les meneurs, avec l'ajout d'une figure très familière et désagréable. Avec un sourire moqueur et un pistolet à la main, le patron Dong Xiu a confronté le patron Li pour savoir pourquoi il partait au milieu de la nuit. Comme un menteur expert, le patron Li a inventé une excuse sur le champ. Selon lui, il avait simplement rassemblé ses gars pour se diriger vers le jardin Rongxian, sous le couvert de l'obscurité, pour terminer ce qu'ils avaient commencé. Peu importe à quel point il est doué pour inventer des mensonges à la volée, cela ne marchera pas cette fois. Un de ses gars avait déjà été capturé et vidé de précieuses informations internes. Tout le monde dans la faction de Boss Li a immédiatement reconnu le corps inerte de Qingzi. Pensant encore pouvoir se dédouaner de toute faute, Boss Li tenta de prétendre qu'il n'avait jamais vu le cadavre allongé sur le sol de sa vie. Li Shuqiang se gratta la tête avec gêne, espérant secrètement que sa comédie passerait. Fatigué d'écouter ces conneries, Boss Xu donna l'ordre de tuer à ses hommes et arrosa la faction du cochon de balle. Boss Li restait là, tremblant de peur alors que ses gars tombaient l'un par un. Jusqu'à la fin, il s'efforça de jouer l'idiot. Heureusement, Boss Xu sait exactement ce qui ferait tomber cet acte. Il a demandé à Li Shuqiang de bien regarder la personne assise sur le siège passager de leur voiture. Le prétendu gangster eut un aperçu du karma, se frappant la tête avec une conclusion évidente. Kui Jing, la sorcière qui trouve toujours un moyen de s'accrocher à un plus gros poisson, avait encore trahi son chemin vers le sommet. Boss Kai ne put s'en empêcher. Ce cochon continuait à faire semblant d'être idiot alors que Kui Jing avait déjà dénoncé l'intégralité de leur plan d'évasion. Il aurait vraiment dû le voir venir. Cette fille s'est accrochée à lui après avoir rendu la vie de Xiao Yang misérable. C'est du bon sens de penser qu'elle le referait. Enfin, Boss Kai s'est tourné vers Boss Jiang pour le dernier ordre. Boss Jiang donna nonchalamment et sans mot d'ordre le feu vert pour l'exécution de Li Shuqiang. La méthode choisie était barbare. Ils ont noué une corde autour du cou du gros et l'un de leurs hommes les plus forts a tiré jusqu'au dernier souffle défiant de Li Shuqiang. C'était une façon douloureuse et misérable de mourir. Une fois la dernière parcelle de vie échappée de son corps mortel, il fut laissé pendu aux portes de son propre manoir. Sous le couvert de la nuit, un bus bleu vif s'arrêta à proximité. Zhang Xiaoyang et frère Chang se rapprochèrent discrètement de leur cible à pied. Lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée, ils ont rapidement réalisé qu'ils étaient un peu trop tard. Ce soir, ils étaient censés éliminer Li Shuqiang, mais quelqu'un l'a devancé. Ce salaud mérite ce qu'il a eu, mais Shuqiang regrette de ne pas avoir pu le faire de ses propres mains. Il a ramassé un caillou du sol, l'a envoyé voler vers la corde et a libéré la carcasse. Étant donné la fin tragique de ce salaud, Xiaoyang se sent un peu motivé pour servir une revanche divertissante. De retour au camp de base des villas de Beachree Mountain, des bruits désagréables se font entendre depuis le dernier étage. Kui Jing pensait qu'elle pouvait simplement changer de camp et être acceptée par un plus grand criminel comme elle l'avait fait auparavant. Eh bien, elle avait complètement tort, et sa délation l'a menée dans la tanière de sadiques vicieux. Le patron Zhang ne voit en son corps chaleureux qu'une récompense à utiliser. Les deux patrons déviants l'ont partagé. Ces gens sont absolument dégoûtants. Heureusement, la justice est à quelques pas. Le patron Kai a regardé par la fenêtre du penthouse et a été stupéfait de voir ses gardes morts sur le sol. Ce qui a suivi, ce sont de grands coups à sa porte. Ces bruits n'étaient qu'une distraction. La véritable menace a utilisé la fenêtre la plus haute pour entrer. Avec un couteau en main, Xiaoyang ressemblait à la faucheuse. Il fit ressentir à Boss Kai la lame froide contre son cou. Un petit mouvement pourrait tout finir. Sans donner à l'enfoiré une chance de cracher plus de bêtises, il lui a tranché la gorge et a fait que Kai s'étouffe avec son propre sang. Ça fait un de moins. Encore d'autres à venir. Boss Zhang était sidéré. Un instant, il lançait du poison de son entrejambe. Le suivant, son complice était mort sur le sol. Kui Jing, quant à lui, reconnut immédiatement Zhang Xiaoyang. Sans perdre une seconde de plus, il lança le couteau avec précision sur l'idiot à moitié nu. Boss Zhang mourut avec son sexe à l'air et la gorge tranchée. Dès que son corps toucha le sol, Kui Jing poussa un cri de meurtre sanglant. Heureusement, Kui Jing n'était pas assez délirante pour penser que Xiaoyang était venu la sauver. Au contraire, elle ressentit encore plus d'effroi en le voyant. Xiaoyang lui lança un regard moqueur et se dirigea vers la porte. Il ouvrit lentement les serrures, se demandant ce que ce salaud de Li Shuqiang penserait s'il la voyait dans un tel état. Dès que la porte fut ouverte, le gros muté entra. Le faux gangster est parti. Il n'est plus qu'une bête sans esprit dévorant de la chair maintenant. Il s'est dirigé directement vers le cou de Kui Jing, savourant sa chair bouchée après bouchée. La sorcière a essayé de demander de l'aide, mais ses mots pathétiques sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Cela réglé et sa vengeance accomplie, Zhang Xiaoyang a fermé la porte sur le duo qu'il avait trahi et tué dans sa vie passée. Dehors, il a coordonné avec frère Chong l'élimination sécurisée des cadavres. Ces gardes tombés seraient un bon repas succulent pour son copain mutant. Cependant, le ventre de frère Chang est encore plein à cause de leur excursion précédente. Ce soir, il ne peut manger qu'un cadavre au plus. Pourtant, c'est mieux que rien. Alors que frère Chang se régale, l'ouïe améliorée de Xiaoyang lui permet de capter des sons intrigants au loin. Dans un bâtiment juste à l'extérieur de Beachree Mountain Villa, un groupe de survivants effrayés a été rassemblé contre leur volonté.
En les surveillant, se trouvait un chef cuisinier redoutable et un sbire effrayant. Le sbire a pris une petite fille, choisissant sa chair tendre et douce pour leur prochain plat. Le chef a raillé le sbire et a rejeté la petite fille. Elle est bien trop maigre. Il voulait à la place le petit garçon dodu qui s'accrochait à sa mère terrorisée. Le chef a traîné l'enfant tandis que la mère suppliait. Fatigué de gérer ses survivants pénibles, le chef a maîtrisé la femme d'un seul coup. La mère a pleuré de tout son cœur et a supplié pour que son fils soit épargné. C'était la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle s'est tournée vers les autres survivants pour demander de l'aide, mais ses supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Ces gens étaient juste contents de ne pas avoir été choisis. Soudain, des coups de feu interrompirent la cuisine. 3 trous massifs apparurent à l'entrée. Les gardes de l'immeuble sortirent immédiatement leurs armes. À leur connaissance, seuls les patrons possédaient des armes de gros calibre. Heureusement, le bruit des tirs épargna le garçon d'un sort cruel pour l'instant. La porte criblée de balles s'ouvrit en grinçant, et les gardes se préparèrent à décharger leurs balles. Quelques secondes plus tard, il n'y avait toujours aucun signe de mouvement. Devenant impatient, le chef ordonna à l'un des gardes de sortir et de vérifier. Le garde armé s'avança prudemment vers la porte. Dès qu'il atteignit la zone mortelle, frère Chang attrapa cette garce par le cou. Sans se découvrir, il avait déjà éliminé un des hommes armés. En voyant la couleur de ce bras, les gardes ont immédiatement supposé que des zombies avaient dû pénétrer à l'intérieur. Sans hésitation, ils ont tiré à tout va, gaspillant leurs balles sans rien toucher du tout. Frère Chang a continué à les attirer en courant en cercle dans la pièce, échappant à chaque fois à leur mauvaise visée à chaque intersection. Lorsque les coups de feu cessèrent enfin, frère Chang traversa l'une des fenêtres barricadées, brisant facilement les panneaux de bois. Il cibla le chef au milieu de la formation des gardes. Sans ralentir son élan, frère Chang brisa habilement la nuque du chef en plein vol. Il atterrit et utilisa l'élan pour rebondir vers la cible suivante. En quelques secondes, les gardes non entraînés furent massacrés un par un. Quand frère Chang eut terminé son massacre mortel, les survivants captifs se recroquevillèrent de peur et de confusion. Le zombie fit irruption dans la pièce pour tuer tous les sbires, mais il n'a pas touché aux autres survivants. Une fois l'agitation retombée, Xiaoyong entra calmement dans la pièce et félicita frère Chang pour une telle élimination impressionnante même avec son masque. Le dur à cuire muté a répondu d'une voix rauque que son masque rend ses mouvements encore plus cool. Et il n'a pas tort du tout, frère Chang président. Entendre le zombie parler n'a fait que dérouter et effrayer encore plus les survivants. Les enfants serraient leur mère plus fort, et tout le monde s'assurait de garder ses distances avec l'étrange mutant. Xiaoyong a rompu le silence gênant, en assurant à tout le monde que frère Chang ne ferait de mal à personne. La petite fille refusait de croire ses paroles. Elle avait déjà vu des super monstres comme celui-ci tuer sans hésitation. Cette information a certainement éveillé l'intérêt de Xiaoyong. Il s'est approché prudemment de la petite fille et lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a mentionné des super monstres. La mère de la fille a répondu qu'ils avaient rencontré un autre mutant inhabituel à Decor City, dans l'est de la ville. Xiaoyong pensait qu'il faudrait au moins 1 mois ou 2 avant que d'autres mutants inhabituels n'apparaissent. Pour aggraver les choses, Decor City n'est pas si loin de leur camp de base à Old Tea Leaf Town. Il a prévenu Brother Chang de la possibilité d'un autre mutant rare à proximité. Vous voyez, selon l'individu, les mutants peuvent conserver des niveaux variables de lucidité et de mémoire. Cela les rend plus efficaces et redoutables qu'un zombie typique. Cependant, les mutations instables entraînent généralement une violence accrue. Entendre l'itinéraire qu'il pourrait emprunter inquiéta Brother Chang pour son avenir. Sentant son inquiétude, Xiaoyong rassura son ami mutant qu'il fait partie des chanceux qui ont réussi à conserver leur raison. De plus, avec Xiaoyong à ses côtés, il ne perdra pas la tête. Xiaoyong s'est tourné vers les survivants pour demander s'il y avait d'autres survivants dans la zone de la villa. Autant qu'il sache, quelques-uns sont enfermés dans le bureau de vente au sous-sol. Comme c'était le plus proche, ils se dirigèrent vers le sous-sol pour vérifier s'il y avait d'autres survivants. Quand Xiaoyong ouvrit la porte en acier, l'odeur du sang lui assaillit le nez. Tout le monde recula devant la scène sanglante cachée derrière cette porte maudite. Ce doit être là que ces salauds de la villa de Beachy Mountain stockent les gens qu'ils massacrent pour la viande. Maintenant, cela explique pourquoi il n'y a pas d'autre lieu de rassemblement dans cette partie de la ville. Cependant, le taux auquel ils tuent les gens n'a pas de sens. Eh bien, certains des survivants ont vu les sbires transporter régulièrement des quantités inconnues de viande hors de la ville. Xiaoyong pourrait faire une estimation approximative du nombre de tués en se basant sur les cadavres restants dans le sous-sol. Avec de si grandes quantités de viande, il pourrait être impliqué dans des affaires plus louches. Étant donné que le sous-sol n'est pas un endroit pour vivre, le seul endroit restant à inspecter est le bureau des ventes. Il est à environ 1 km de leur emplacement près de la porte sud. Lorsque les survivants affluent dans la villa, ils sont d'abord enfermés dans cette zone. Ceux jugés inutiles sont envoyés à l'abattoir. Soudain, Xiaoyong a été incité par une série de missions appelées Super Utopia. Il doit étendre et améliorer le score de la communauté autant que possible. Les sbires stationnés au bureau des ventes ignorent encore que le royaume est tombé. Ils ont seulement entendu des coups de feu et ont pensé que les patrons utilisaient probablement à nouveau des personnes vivantes comme cible. Sous couvert de l'obscurité, frère Zhang a facilement éliminé la piètre sécurité. Actuellement piégés dans le bureau de vente, se trouvaient quelques malheureuses dames. En se basant sur le manque de vêtements dans cette pièce, on peut supposer le pire. Ils ont entendu le vacarme à l'extérieur. Certains ont accepté leur sort et d'autres ont encore un peu de résistance en eux. Quand la porte s'est ouverte, au lieu d'un voyou louche de la villa, un jeune homme avec un regard aigu et déterminé est entré. Xiaoyong a invité les dames à sortir, les ajoutant à la masse de survivants qu'il a sauvés ce soir. Ils sont sortis du bâtiment des ventes, le sol jonché de sang et de cadavres des voyous moralement corrompus. Le jeune homme a promis à tout le monde un endroit sûr où vivre, un vrai foyer au lieu de cet enfer sur Terre. Sa seule condition était que chacun travaille et contribue à l'amélioration de la communauté. Ces survivants ont déjà connu la tyrannie et la dépravation de la villa. Tout serait mieux que leurs conditions de vie actuelles. Cela étant réglé, Xiaoyong a conduit tout le monde à son véhicule. Tout le monde est monté dans le bus. Heureusement, il avait amené un véhicule assez grand pour tout le monde cette fois-ci. Peu de temps après le sauvetage, ils atteignirent le camp de base. Shanshan et Jiangxi attendaient le retour du patron.
Voyant qu'il n'a pas conduit le bus directement à l'intérieur, Jiangxi est resté à regarder ce que le patron voulait faire en premier. Xiaoyong a présenté tout le monde à sa forteresse. En ce moment, il ne peut pas simplement laisser entrer tout le monde sans un processus de vérification adéquat. Heureusement, les survivants comprennent qu'il serait sage d'être prudent en ces temps difficiles. Pour l'instant, ils seront basés dans des maisons préfabriquées temporaires, protégées par des clôtures en fer. Ce n'est pas aussi sécurisé que la forteresse principale, mais comparé à n'importe où ailleurs dans la ville, c'est paradisiaque. Il y a de nombreux bâtiments inachevés et des espaces ouverts dans cette vieille ville de thé. Au fil du temps, les constructions continueront et les conditions s'amélioreront. Entendant sa sincérité, les survivants ont exprimé leur gratitude à leur sauveur. La nuit s'est terminée et le jour suivant est arrivé. Une flotte de voitures et de camions est arrivée dans l'allée de Beachy Mountain Villa. La patronne de la flotte était déjà devenue impatiente. Cet enfoiré, Zhang Qingguan, ou n'importe lequel des crétins qu'elle avait mis en charge, ne répondait pas du tout à ses appels. Elle peut dire que quelque chose doit se passer. La patronne sortit du véhicule et vérifia elle-même les bâtiments. Comme prévu, elle fut accueillie par la vue de sang et de morts putrides. Ceux qui sont morts la veille avaient terminé de se réanimer en morts vivants sans esprit. L'un des zombies cachés dans le bâtiment était Li Shuxiong. Il rugit et attaqua les vivants par instinct. La patronne n'accorda même pas un regard à ces bestioles. Elle s'en débarrassa facilement à main nue. Puis elle sortit un couteau et démembrera les zombies baveux, les déchirant membre par membre. Avec le bâtiment envahi par les morts vivants, les chefs qu'ils avaient installés sont morts aussi. Leur chaîne d'approvisionnement en viande humaine souffrira de cet incident. Ils doivent nettoyer ce désordre. Mais avant tout, ils doivent s'occuper de celui qui est responsable de la chute de la villa Beachy. Le sang coulera inévitablement. Après avoir vérifié minutieusement la villa, ils ont conclu qu'il ne restait plus une seule personne vivante et ont fait leur rapport à Lady Boss Rui. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore de la viande pour l'envoi d'aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est amener le camion et charger ce gros camion. Alors que ces hommes chargeaient le camion avec des sacs poubelles remplis de viande humaine, la patronne Rui réfléchissait à sa prochaine action. En examinant les lieux, elle a trouvé des traces de pneus quittant la villa. Avec cela, ils pourraient retrouver l'homme qui a paralysé leur opération. De retour à la forteresse, Xiaoyong réfléchit à sa mission actuelle d'étendre la communauté. Malgré l'ajout de nombreuses personnes dans son groupe, sa communauté, le score de Huddy est resté à seulement 2 points. La taille de la population devrait être un facteur clé, non? Heureusement, il a beaucoup de terrain à travailler. Ce type snob qui lui a vendu le titre lui a rendu un grand service. En dehors de sa mission d'expansion, il y a une autre question à régler. Le mutant rare apparu dans une ville voisine. Avec Shanshan et Jiangxi, le patron est allé dans la zone préfabriquée et a été accueilli avec respect. Après s'être installé dans le logement temporaire avec toutes les commodités, certains des survivants se sont même agenouillés devant lui en signe de gratitude. Xiaoyong est juste passé pour extraire plus d'informations sur le super monstre que la mère et la fille ont mentionné. La mère a expliqué qu'ils avaient rencontré l'anomalie au marché Orenfa, dans la ville de Dekor. À l'époque, leur groupe essayait de récupérer des provisions mais a rencontré la bête à la place. Plusieurs personnes ont été tuées tandis qu'elle saisissait sa petite fille et s'échappait au milieu du chaos, alors que tout le monde se dispersait. Elles ont couru sans s'arrêter jusqu'à atteindre la villa de montagne de Beachy. Ils pensaient être sauvés, pour tomber dans les griffes de monstres pires. Maintenant qu'il connaît l'emplacement précis, Xiaoyong se dirigea vers sa voiture. Shanshan et Jiangxi ont tenté de le décourager de prendre un tel risque. Après tout, ils ont beaucoup de provisions à bord. Eh bien, il ne part pas pour récupérer du butin. La ville de Dekor est à moins de 2 km de sa base. Il ne peut pas laisser une menace aussi importante exister à proximité. En entendant sa déclaration, la survivante qui avait elle-même rencontré le super monstre a également essayé d'empêcher le jeune homme de partir. Xiaoyong a assuré à tout le monde qu'il savait ce qu'il faisait. Il a seulement besoin de frère Zhang à ses côtés pour qu'il puisse rendre une visite appropriée à cette chose. Actuellement, un groupe de traînards au regard compétent erre à Orenfa à la recherche de provisions. Ils ont trouvé un grand supermarché et étaient excités à l'idée de piller un tas de trucs. Il serait sage de modérer leurs attentes. Le supermarché pourrait déjà avoir été vidé. Et ainsi, les retardataires sont entrés dans le supermarché, confiants dans la capacité de leur groupe à se déplacer librement dans l'apocalypse. Dès qu'ils se sont faufilés à l'intérieur, ils ont été plongés dans une obscurité totale. Une fois leurs yeux habitués à l'obscurité, il est devenu évident que le supermarché avait été pillé, mais loin d'être complètement. Pour tenir compte des autres survivants ou des zombies cachés, le groupe est resté soudé et a fait un peu de bruit. Ensuite, ils ont gardé leurs oreilles et leurs sens en alerte pour tout mouvement. Quelques secondes plus tard, quelques zombies isolés sont apparus et les retardataires sont restés calmes. Ils ont affronté les morts vivants avec expertise. Agissant avec le plus grand soin, ils ont éliminé les monstres dans une attaque coordonnée. La plupart d'entre eux étaient contents de ne voir que quelques zombies. On peut supposer que la horde principale a dû être attirée par le dernier groupe qui a essayé de piller l'endroit. Pourtant, ce groupe était assez expérimenté pour ne pas baisser la garde en continuant de fouiller. Sans qu'il le sache, une bête beaucoup plus intelligente se cache dans l'ombre, attendant son heure comme un chasseur encerclant sa proie fraîche. Alors que les retardataires pénétraient plus profondément dans le supermarché, ils remerciaient leur bonne étoile de leur avoir donné suffisamment de provisions pour durer des années. Tandis que tout le monde était fou de joie à la vue des provisions, leur chef fut attiré par l'exposition de Li. Elle baissa finalement sa garde et sauta avec enthousiasme sur le matelas moelleux. Certains plaisantèrent sur le fait de s'installer dans le supermarché, puisqu'il a tout ce qu'il pourrait espérer. Pendant que le groupe visite le supermarché abandonné, 2 des membres principaux sortent pour fumer. Ils estiment que, peu importe à quel point ils voulaient s'installer dans ce centre commercial, ce n'était tout simplement pas idéal. L'endroit a trop d'entrées, ce qui le rend difficile à défendre. Avec tant de fournitures, ce serait aussi un point chaud pour d'autres pillards. Heureusement, il y a un bâtiment à 2 étages à proximité qui semble assez approprié pour s'installer. Malheureusement pour ces traînards, s'installer nécessite d'être en vie. Le chasseur était enfin sorti de l'ombre, commençant sa chasse pour la chair tendre des vivants.
l'un des traînards a réussi à crier à l'aide, attirant l'attention de tout le monde. Il est rentré à l'intérieur aussi vite qu'il le pouvait, mais il était impossible de distancer un super mutant. La bête planta ses griffes acérées de son dos à travers sa poitrine. D'un mouvement rapide et brutal, le mutant déchira le pauvre type comme s'il était fait de papier. Les traînards étaient pétrifiés de terreur. Quelqu'un cria « Replie !» mais tout le monde sentit ses jambes faiblir. Le groupe lutta contre la terreur et bougea les jambes. Leur tentative pathétique de s'échapper était une tragédie. Ils tombèrent un par un en commençant par les coureurs les plus lents à l'arrière. Et ils canalisèrent leur volonté de vivre dans chacun de leurs pas, espérant que cela suffirait pour échapper au prédateur ultime qui les poursuivait. Quelques secondes plus tard, et quelques mètres s'étaient écoulés. Tous les autres avaient été massacrés à part la girl boss ici présente. Elle courait sans regarder en arrière, et finit par s'approcher suffisamment de la sortie pour voir la lumière venant de l'extérieur. La girl boss a puisé dans toute la force qui lui restait. Malheureusement pour elle, courir en talons hauts n'est pas la meilleure façon de tromper la mort. À ce stade, c'est juste de ta faute. Le super mutant se tenait au-dessus d'elle. L'entité qui s'était régalée de ses camarades savourait sa peur. Elle pleura et leva les bras dans une tentative futile de se défendre. Mais lorsqu'elle leva la tête, elle vit un autre super mutant. Celui-ci portait un masque super cool. Au lieu de la déchiqueter et de manger ses entrailles, ce type est juste passé à côté d'elle. Suivant le mutant masqué, il y avait un jeune homme qui lui dit de ne pas avoir peur. C'est ça, Jiang Xiaoyong, et la bande sont arrivés juste à temps pour sauver la dernière fille. À sa grande surprise, elle reconnut ce type comme étant le gamin qui avait acheté un immense terrain auprès de son agence avant que tout ne parte en vrille. Xiaoyong l'a également reconnu comme cette courtoise vendeuse immobilière d'il y a quelque temps. Si je ne me trompe pas, son nom est Ning Wanwan, ou quelque chose comme ça. Leurs retrouvailles fatidiques ont été interrompues par les sons gutturaux de chair déchirée. Wanwan a averti le jeune homme du monstre qui ravageait le centre commercial, mais il l'a simplement rassuré en disant que le monstre était en train d'être pris en charge pour le moment. Elle a tourné son attention derrière elle et a vu deux formes de vie anormales dans une impasse. Le mutant du centre commercial voit Frère Zhang comme un concurrent, mais notre mutant amical considère simplement cet adversaire comme un obstacle à renverser. C'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un de la même espèce. Ils étaient tous deux ravis de tester comment il se comparerait à un autre monstre muté. Le mutant du centre commercial a frappé avec ses griffes anormalement longues, manquant l'entrejambe de Frère Zhang de quelques centimètres seulement. Il se demande si manger un autre monstre accélérerait son évolution ou quelque chose comme ça. Alors que le mutant du centre commercial rit, Frère Zhang lance une frappe rugissante. La force de ce coup de poing était si puissante et lourde qu'elle a enfoncé la tête du mutant du centre commercial profondément dans le sol carrelé. Maintenant, le monstre était obligé d'arrêter de plaisanter et de prendre le mutant masqué au sérieux. Frère Zhang leva le pied au-dessus de la tête du monstre. Dans ce cas, frapper quelqu'un à terre serait tout à fait acceptable. Malheureusement, le monstre nu était assez rapide pour réagir et esquiver l'attaque. Avec le même rire pervers, le mutant du centre commercial remercia les humains qui servaient de carburant à son réservoir, s'accumulant continuellement et devenant chaque jour plus fort. Les sens de Frère Zhang l'avertirent de la menace imminente. Le mutant du centre commercial sauta face à lui, semblant plus sauvage et vicieux que jamais. Les deux échangèrent des douzaines de coups en un clin d'œil. Zhang Shi commence à s'inquiéter que Frère Zhang perde du terrain pour la première fois. Xiaoyong, quant à lui, était content qu'ils aient fait ce voyage. S'ils avaient laissé ce mutant du centre commercial chasser un peu plus longtemps, il aurait pu devenir complètement incontrôlable. Pour renverser la situation en leur faveur, le jeune homme est intervenu et a manifesté un putain d'AK-47 sorti de nulle part. Il a demandé nonchalamment à Frère Zhang de retenir la bête pendant juste une seconde pour qu'ils puissent enfin terminer. Comme d'habitude, le super mutant toujours fiable a obéi et s'est concentré sur l'empêcher d'utiliser sa vitesse. Le son des tirs a résonné dans tout le centre commercial. Une seule balle a transpercé le front du monstre, brisant son crâne et transformant ce qui restait de son cerveau en bouillie. Néanmoins, un seul coup de feu à la tête ne suffit pas à mettre fin à la terreur du super mutant. Pourtant, ce tir a réussi à blesser la bête. Maintenant, elle change complètement de cible pour le jeune homme avec l'arme. Zhang Shi n'en croit pas ses yeux. Il n'avait jamais rencontré une forme de vie qui restait vivante après un tir à la tête nette. Si une seule balle ne suffit pas, pourquoi ne pas en ajouter une de plus? Et puis encore plus, et ensuite, mettre en rafale pour faire sa magie. Avec des balles de gros calibre criblant le mutant du centre commercial, la bête ressemblait à du fromage vert pourri. Quand elle est finalement tombée, elle a tremblé alors que les derniers éclats de vie quittaient son corps. Xiaoyong a proposé que Frère Zhang essaie de manger le super mutant. Qui sait, peut-être que cela lui donnera un gros coup de pouce. À la grande surprise du jeune homme, éliminer un élément dangereux comme cette bête comptait également pour améliorer son score communautaire et faire avancer sa mission actuelle. Étant donné qu'ils sont dans un supermarché relativement intact, autant prendre quelques affaires. Ils ne peuvent pas repartir les mains vides maintenant, n'est-ce pas? C'est là que la capacité de stockage de Xiaoyong est utile. Il n'est pas nécessaire de transporter des tonnes de provisions. Il peut simplement tout aspirer et le transporter dans une dimension séparée. C'est un peu grossier, mais au lieu de laisser les corps traînards se transformer en zombies, il pourrait tout aussi bien donner à Frère Zhang un dessert après avoir dévoré son plat principal. Pendant que Xu Yang était absent, certains rats essayèrent de jouer. Bosrui et quelques-uns de ses subordonnés sont partis suivre les traces de pneus et espionner l'ennemi. De loin, ils ont soigneusement évalué la capacité et les capacités de la forteresse. Fidèle de Bosrui a constaté que la forteresse a un nombre décent de personnes, mais elles sont mal armées. Leur seul avantage est cet entrepôt robuste. Si c'est tout ce qu'ils ont, c'est un mystère comment ils ont abattu Jiang Qingwen, Lin Guankai et l'ensemble de la villa de Beachree Mountain. Bosrui a estimé que les rats devaient avoir utilisé des tactiques sournoises. Ils ont dû attirer une horde de zombies ou quelque chose comme ça. Rempli d'arrogance, Bosrui remercie déjà le ciel de lui avoir offert une proie alléchante dans une nouvelle base. Pour l'instant, ils doivent revenir, se regrouper et rassembler toutes leurs armes et leurs hommes avant d'attaquer quand la forteresse s'y attend le moins. Les éclaireurs ont fait demi-tour et sont partis. Opposés à leur route, le groupe de Qiuyang rentre. Zhongxi dit à Wanwan que leur camp de base a non seulement des matelas, mais aussi de l'eau chaude pour prendre des douches convenablement.
Il n'est pas fréquent de voir d'autres voitures sur l'autoroute de nos jours. Le groupe s'est tendu en préparant leurs armes. Deux voitures se dirigeant dans la direction opposée, aucune d'elles n'a ralenti. Mais pendant une fraction de seconde, l'aura de Jiang Xuyang et de Boss Rui se sont affrontés. Une nouvelle mission a été lancée pour Villain Nemesis Volume 1. Xuyang doit résister à l'invasion pour obtenir une récompense de 50 points. Il a immédiatement eu l'intuition que les envahisseurs devaient être ces personnes suspectes conduisant dans les environs. Pour confirmer, il a cherché Shan Shan dans la tour de guet, pour lui demander s'il y avait des activités suspectes autour de leur périmètre. Autant que la jeune femme le savait, une voiture était passée au loin, mais ne s'était pas suffisamment approchée pour déclencher des alarmes. C'est suffisamment de confirmation pour que Xuyang agisse. Alors il appela Oncle Shang et Violi pour rassembler tout le monde pour une annonce importante. Pendant ce temps, l'usine de charbon de la banlieue sud fonctionne bien. Avec l'aide d'une transmission radio hachée, un groupe de survivants s'est retrouvé en route vers l'usine. La transmission affirme qu'il s'agit d'une zone sûre où une colonie recherche de la main-d'œuvre pour son développement. Le groupe de survivants restait vigilant. S'ils ont survécu si longtemps, ils doivent être capables. Finalement, ils ont aperçu une voiture se dirigeant vers leur destination. La voiture s'est arrêtée. La chef Rui et ses sbires, fraîchement rentrés de leur mission de reconnaissance, ont accueilli les survivants attirés par la diffusion optimiste à la radio. Dès que les survivants ont vu ses atouts, tout bon sens a disparu. Ils voulaient juste faire partie de ce qu'elle dirigeait. La chef Rui sait aussi comment exhiber et utiliser ses charmes féminins pour faire tomber toute forme de résistance. Avec un sourire, elle a invité le groupe dans son camp de base. Alors qu'ils marchaient vers l'usine de charbon, les survivants échangèrent un regard complice et lubrique. Ils furent escortés dans le camp et écarquillèrent les yeux devant la grandeur et la propreté des lieux. Ils ont enfin un endroit qu'ils peuvent appeler chez eux. L'un des survivants s'excusa, prétendant qu'il devait utiliser les toilettes. Boss Rui proposa de l'emmener à leur salle de bain intérieure, et le pauvre gars céda immédiatement. Elle ne l'emmena pas seulement aux urinoirs. Boss Rui est resté pendant que le gars urinait. Ses yeux s'attardèrent sur le paquet tout le temps, semblant scanner la marchandise. Voyant cela comme une invitation, le survivant a demandé à Boss Rui d'arrêter d'être timide et de goûter au produit si elle le souhaitait. Il s'est vanté d'être super fort, mais tout ce qu'il a fallu, c'était un pas extrêmement rapide et un coup de couteau pour que ses propos obscènes cessent. Boss Rui a été efficace avec son meurtre. Le pauvre type ne l'a jamais vu venir. Initialement, elle était vraiment intéressée à l'inclure dans son groupe s'il était un bon parti, mais après avoir vu ce qu'il avait, le tuer était une évidence. Imaginez mourir pour avoir un petit machin. Dehors, ses subordonnés ont aussi fait le ménage. Chaque survivant attiré par la diffusion radio saignait comme un cochon. De retour à la forteresse, tout le monde avait répondu à l'appel de Jiang Xuyang, se rassemblant pour discuter de la guerre à venir. Violi demanda qui serait assez stupide pour les cibler. Eh bien, pour l'instant, l'ennemi est inconnu, et il pourrait faire face à une attaque à tout moment. Pour se préparer, Jiang Qi et frère Zhang doivent rester près du patron pour nettoyer le bâtiment non fini au sud-est. Ils doivent y cacher temporairement les réfugiés. S'ils restent dans la zone de logement temporaire, ils seront exposés lors d'une attaque. Shanshun et quelques autres se sont portés volontaires pour participer. Même les jumeaux, qui ne se ressemblaient pas du tout, étaient de la partie. Emportés par l'ambiance de la salle, même le petit Shuai s'est porté volontaire, au grand désarroi de sa mère, bien sûr. Désireuse de contribuer, Ning Wanwan a également proposé d'aider à l'opération de nettoyage. Pendant qu'ils s'aventurent, Oncle Shang et Violi tiendront le fort et garderont la base. Tout le monde s'équipera. Et ainsi, avec Xiaoyang en tête, une petite armée s'est formée pour éliminer les obstacles à la guerre imminente. En entrant dans le bâtiment sud-est, ce fut le chaos alors que l'armée éliminait chaque zombie dans les environs. Ce fut une chasse intense, qui développerait leurs instincts de tueurs pour ce qui allait venir. Après la première vague, Xiaoyang a signalé une pause et un bilan de l'état de chacun. Une fois de plus, il les a avertis que les jours à venir seraient turbulents. Pour l'instant, ils s'installeront à l'intérieur du bâtiment sud-est pour un nettoyage en profondeur. Lorsque les réfugiés ont été invités à entrer, ils ont exprimé leur volonté d'aider au combat. Plus il y pense, plus Xiaoyang pense qu'une augmentation de leurs effectifs serait bénéfique. Il a donc promis d'envoyer des pistolets et des balles plus tard dans la journée. Lorsque l'ennemi attaque, le bâtiment sud-est et la forteresse coordonneront par talkie-walkies. De retour à l'usine de charbon, Boss Rui supervise leur opération cannibale discrète. Son numéro 2, qui ressemble à un personnage de Full Metal Alchemist, et numéro 3 sont juste impatients d'obtenir leur part de la nouvelle viande. Boss Rui est toujours furieuse du fait que Bay Tree Mountain ait été anéanti. Désormais, ils devront se procurer de la nourriture par eux-mêmes. Bien sûr, numéro 2 et numéro 3 n'étaient pas contents d'entendre cela. Heureusement, ils savent déjà chez qui se rendre pour se venger dans la banlieue est. Demain matin, Boss Rui et numéro 2 mèneront une équipe pour éliminer ces normies. De retour à la forteresse, l'opération s'est arrêtée pour la nuit, et Jiang Xiaoyang était libre de vérifier le système. Avec 46 points en banque à dépenser, il est impatient de vérifier les nouvelles caisses quotidiennes. En ouvrant le magasin, il a été surpris de voir une caisse d'alimentation de puissance de niveau 2 valant 25 points. Il y a aussi une caisse agricole de niveau 2 et une caisse de sucre, huile et protéines de niveau 1. Rien que les deux caisses de niveau 2 lui coûteraient 40 au total, mais il est prêt à faire des folies. En ouvrant la caisse la plus chère qu'il ait jamais achetée, il a reçu la compétence Surcharge. Cela lui permet d'augmenter ses statistiques physiques de 25%. Après la fin de l'augmentation, il entrera dans un état de faiblesse. Avec sa force physique déjà stupéfiante, une augmentation de 25% le propulserait dans le domaine du surhumain. Il serait essentiellement capable de déployer une force 8 fois supérieure à celle d'un homme moyen. Xiaoyang est impatient d'essayer cette nouvelle capacité sur quelqu'un ou quelque chose. La nuit est passée tranquillement, et une journée pas si tranquille a commencé. Toute une flotte de voitures, camions et motos est partie de la centrale à charbon de la banlieue sud, se dirigeant vers l'est. Pour une dernière fois, Boss Rui a réitéré la stratégie d'attaque à ses gars. D'abord, ils vont traverser et tuer les réfugiés exposés à l'extérieur.
Une fois que numéro 2 franchira la porte, tout le monde entrera avec leur véhicule modifié comme couverture pour le tir de suppression. En parlant de numéro 2, ce bizarre affamé ne se donne même pas la peine de mettre une chemise. Pendant que l'ennemi se rapproche, la forteresse est en alerte maximale. Vieux Lee a pris sa position à la plus haute élévation. Il a une vue pire que celle de la tour de guet, mais il serait invisible d'en bas. Xiaoyang l'a placé ici parce qu'Old Lee a travaillé comme sniper pendant quelques années avant de devenir policier. Old Lee se gratta la tête et le corrigea. Il n'était qu'un tireur d'élite remplaçant temporaire pendant quelques mois. Néanmoins, il était assez bon pour atteindre régulièrement sa cible à 500 mètres tant que le vent jouait le jeu. Cela serait suffisant pour jouer un rôle crucial dans la bataille. Vous voyez, Xiaoyang a chargé Jiangxi d'apporter quelque chose d'incroyablement lourd sur le toit. Le jeune homme a ouvert avec empressement la lourde caisse où un fusil de sniper Beretta impeccable était confortablement rangé. Old Lee fut interloqué. Comment un jeune homme peut-il même mettre la main sur quelque chose comme ça? Refusant de répondre, Xiaoyang expliqua qu'il n'avait que 10 cartouches au total, donc il fallait les utiliser avec parcimonie. Vieux Lee prit l'arme imposante, ressentant son poids réel et la lourde responsabilité qui l'accompagne. Tout le monde est prêt et en position à leurs emplacements respectifs. Selon Xiaoyang, l'ennemi pourrait apparaître à tout moment aujourd'hui. Shan Shan, en gardant l'œil ouvert en haut de la tour de guet, a repéré quelque chose d'inhabituel et a rapidement relayé l'information à tout le monde. En regardant à travers sa lunette, Old Lee a confirmé qu'une flotte d'ennemis arrivait rapidement. De retour dans la voiture modifiée, les sbires de Boss Rui étaient perplexes face à la disparition des réfugiés à l'extérieur du mur. Au lieu de s'arrêter pour observer avant d'entrer, Boss Rui ordonna à ses gars d'appuyer sur la pédale et de continuer sans s'arrêter. Ils sont assez proches pour être repérés. S'arrêter maintenant tuerait simplement leur élan. Et ainsi la flotte a chargé en avant, visant à se couvrir près du mur. Dès que les ennemis sont entrés dans leur portée effective, Shan Shan a donné la permission à tout le monde d'ouvrir le feu. Tout le monde s'est dispersé autour du mur, a sorti ses armes et ses AK, et a fait pleuvoir un déluge de feu sur les intrus. Les gens stupides de la centrale à charbon n'avaient pas prévu une telle puissance de feu. Instantanément, des balles sont traversées les pare-brises et la chair. Cela devait être une attaque surprise, mais c'est eux qui ont été pris de court. La patronne Rui refusait de croire que son plan brillant avait été démasqué si tôt. Il était trop tard pour reculer maintenant. Elle devait jeter la prudence au vent et ordonna à ses sbires de continuer à charger tandis que la plupart tombaient comme des mouches. Pour ce que ça vaut, c'était quelque peu efficace. Ils atteignirent le bas du mur avec quelques troupes encore en vie. L'important était d'amener numéro 2 et sa gigantesque scie automatique assez près des portes. Lorsqu'il fut confronté à la porte obstinée, numéro 2 tailla son chemin à travers le métal épais. Shan Shan a relayé la présence de cette anomalie, essayant de briser leur porte à tout le monde dans les environs. Les gens dans le Mirador ont levé leurs fusils et mis leurs doigts sur la gâchette. Pour s'assurer que numéro 2 puisse faire son travail, la Boss Rui et ses sbires ont riposté avec leurs pistolets à petit calibre et leurs mitraillettes. Sous un feu nourri, le groupe inexpérimenté dans le Mirador a été efficacement repoussé. Même Fatigue Xavier a été touché à l'épaule. Heureusement, cela ne semble pas mortel. Les ennemis ont une puissance de feu et une précision décente. Il serait extrêmement difficile de les supprimer un peu plus longtemps. Certains des anciens ont essayé de rallier les jeunes. Ils doivent juste tenir leur position. Ils ont suffisamment de munitions pour une guerre prolongée. Mais cela ne durera pas longtemps. La scie automatique est sur le point de découper le portail principal. Une fois que le portail est cassé, il serait désavantagé. Heureusement, le patron calme et posé a un plan pour faire face à ce qui suivra après la brèche. Xiaoyang est sorti discrètement de la forteresse, cachant sa présence. Ensuite, le fou s'est précipité dehors comme s'il était à l'épreuve des balles ou quelque chose du genre. La faction du Boss Rui avait déjà consumé la moitié de leur stock de munitions, et numéro 2 n'avait pas encore percé. Il lui faut juste quelques secondes de plus pour ouvrir l'entrée. Le bruit de la porte en train d'être fracturée a explosé. Shan Shan et le groupe de la tour de guet sont rapidement descendus pour fournir du soutien en bas. Pendant ce temps, Boss Rui sourit sournoisement. C'était difficile, mais elle est enfin rentrée. Maintenant, il est temps de voir comment ces recrues vont gérer la terreur d'un évolueur renforcé par de la viande humaine. Utilisant le numéro 2 comme couverture mouvante, elle ordonna à ses hommes de suivre et de rester près derrière. L'anomalie a abandonné sa scie automatique et a utilisé sa force pour agrandir l'ouverture. Avec une vue dégagée des ennemis, Xiaoyang a donné à Vieux Lee le signal pour briller. Contrôlant son rythme cardiaque et sa respiration, Li Hongli s'est concentré sur le grand gars. Dès que cette grosse tête est apparue, le réticule de Vieux Lee s'est aligné comme s'il avait un viseur automatique. Numéro 2 rugit. Il semblait plus bestial qu'humain. Les survivants qui ont posé les yeux sur la monstruosité seraient d'accord. Dès que cette bête a franchi la porte, ils ont été démoralisés. Ils ont essayé de toute leur force de stopper la charge, mais le salaud avait une peau impénétrable. Leurs balles dérisoires étaient inefficaces. Numéro 2 a fait irruption et a encaissé la pluie de plomb sans avoir besoin d'un gilet de Kevlar. Quel que soit le calibre, cela rebondissait sur le côté, ne laissant qu'une maigre marque. Même ces marques disparaissaient rapidement grâce aux capacités régénératives injustes de numéro 2. Boss Rui était très satisfaite de la réaction face à son bouclier massif. Elle pensait que ce groupe devait voir pour la première fois de leur vie la puissance d'un évolueur. Enfin, le signal de départ fut transmis à Li Hongli sur le toit. Il a une confiance suprême en son tir et en ses balles destructrices. Le barrette a fléchi sous la force de son tir. Une pression sur la gâchette a suffi pour effacer la tête du monstre, transformant son visage en une bouillie de sang et de cervelle. Le numéro 2, qui semblait invincible, est tombé à sa mort. Boss Rui et les sbires étaient stupéfaits. Le grand gaillard était leur seule forme de couverture. Qui aurait cru que cette petite communauté pourrait se procurer des armes de ce calibre? Avec le plus grand dissuasif hors jeu, Xiaoyang a finalement fait son entrée en scène, flanquant les intrus avec son fidèle AK-47. Il a commencé à tirer à vue, réveillant les ennemis de leur choc. C'était comme tirer sur des poissons dans un tonneau pour le jeune homme. Le Boss Rui était bien conscient qu'il se trouvait dans cette situation précaire uniquement à cause de sa mauvaise évaluation. Elle a sous-estimé l'ennemi, et maintenant ils doivent en payer le prix ultime. Pourtant, une femme comme elle refuse de se rendre sans combattre. Avec une mitraillette en main, elle ripostait tout en se précipitant vers la sortie. Les dents serrées, elle tentait désespérément de battre en retraite.
En voyant les yeux meurtriers de Xiaoyang, elle le reconnut enfin comme le gamin qu'ils avaient croisé dans la voiture la veille. Pour s'assurer de sortir vivante de ce merdier, elle a attrapé un de ses sbires. Sans même cligner des yeux, elle utilisa ce pauvre type comme bouclier humain. Xiaoyang nota qu'avec la vitesse de réaction inhumaine de cette femme, elle devait être une évoluée elle aussi. Après avoir fait prendre à un de ses gars une rafale de balles, elle lança le pauvre gars sur le tireur, bloquant la sortie. Xiaoyang a dû esquiver sur le côté et a été forcé d'arrêter de tirer. Ces quelques secondes ont suffi à Boss Rui pour courir vers sa voiture. Bien sûr, Violi refusa de laisser un traînard s'enfuir après que ces intrus aient perturbé leur mode de vie paisible. Il s'est verrouillé sur un éclaireur et a annoncé que dans tout le ciel et la terre, son barret était le seul à être honoré. Ce mec se prend pour Gojo. Au lieu de réussir un tir en pleine tête, il a dû se contenter de viser ses jambes incroyablement rapides. La perte soudaine de l'un de ses membres a fait trébucher Boss Rui à quelques centimètres de son véhicule de fuite. Lee Hongli se sentait honteux d'avoir raté un tir mortel. Alors qu'il préparait une autre balle, le subalterne de Boss Rui l'aidait à monter dans la voiture. Malheureusement, ces deux-là semblaient bien habitués à échapper à des situations mortelles et ont réussi à s'échapper la queue entre les jambes. Xiaoyang a ordonné à tout le monde d'arrêter de tirer. Ça ne le dérange pas vraiment si ces idiots reviennent pour un deuxième round. Il est simplement ravi que sa mission de système soit accomplie. Il a été récompensé par 50 points, ce qui a considérablement remonté le moral. De plus, le deuxième volume de la mission Nemesis a été débloqué. Maintenant, c'est à son tour de passer à l'offensive et d'attaquer la base des cannibales pour un autre facile 50. Tout le monde dans la forteresse a célébré leur grosse victoire. Quant aux pertes, ils ont quelques personnes blessées par des tirs, mais personne n'est mort. Les blessés ont été envoyés à l'infirmerie pour une désinfection rapide, tandis que les cadavres ennemis ont été déplacés vers le stockage à froid pour le dîner de frère Zhang. Comme la base est revenue à un niveau de sécurité relativement sûr, les réfugiés seront autorisés à retourner dans leur logement. Dès qu'il a eu un moment seul, Xiaoyang a vérifié les points qu'il avait accumulés en une seule mission, et il était excité de se faire plaisir à nouveau ce soir. De retour à la centrale au charbon de la banlieue sud, les survivants restants de la guerre se sont retirés avec seulement 3 personnes, et une jambe en moins pour le boss Rui. Numéro 3 les a accueillis avec confusion et inquiétude. Visiblement honteuse, le boss Rui a admis qu'elle avait été négligente. Il ne s'attendait pas à être sous le feu des armes lourdes. Elle s'en est prise à ses sbires et a exigé de la viande humaine pour pouvoir se recharger et guérir. En l'entendant aboyer des ordres comme si de rien n'était, un sourire cruel et sournois se dessina sur la bouche de numéro 3. Elle continua à les rabrouer, les traitant d'imbéciles incapables de suivre des ordres simples et affirmant que personne ici ne valait même les orteils de numéro 2. Numéro 3 en eut enfin assez de ces conneries. La chef était tombée à un niveau si vulnérable, et elle ose encore les mépriser. Boss Rui a de nouveau fait une énorme erreur. Elle ne s'attendait pas du tout à une rébellion. Paniquée, elle a essayé d'ordonner à ses hommes de maîtriser numéro 3, mais personne ne bougea. Même les 2 survivants qui l'avaient traîné en lieu sûr firent semblant de ne pas l'avoir entendu. Avec Boss Rui amputé d'une jambe et la mort de numéro 2, numéro 3 peut facilement s'emparer du pouvoir pour lui-même en tant que le plus fort. D'ailleurs, il a déjà semé la graine de la rébellion chez tout le monde. Les frères de la mine de charbon étaient depuis longtemps insatisfaits de la façon dont elle gérait les choses. Maintenant, ils ont l'occasion parfaite de changer de leadership. Même maintenant, Boss Rui pensait encore qu'elle pouvait faire reculer les garçons. Mais alors qu'ils l'entourent avec de mauvaises intentions, son attitude autoritaire s'est rapidement effondrée. Sous la direction de numéro 3, les salauds de l'usine de charbon ont déchaîné leur frustration sur leur patron cruel. Ils riaient et acclamaient en frappant le corps entier de Boss Rui avec leurs tuyaux en métal. Ils se moquaient de ses gémissements et cris misérables. Comme elle était encore une évoluée avec un corps inhumain, cette torture a duré longtemps. Quand elle a finalement rendu l'âme, numéro 3 ne pouvait s'empêcher de sourire en essuyant son sang de ses mains. Un des sbires l'a appelé Boss 3, et il a failli le battre à mort. Désormais, il ne tolérera pas les sbires qui ne l'appelleront pas par son nouveau titre, Grand Patron. Eh bien, les garçons se demandent quelle sera leur prochaine étape en tant que groupe. Avec la sorcière et numéro 2 hors jeu, la force de combat de la centrale à charbon a été considérablement réduite. La plus grande peur de tous n'est pas la forteresse de l'Est, mais celui qu'ils appellent l'homme aux tentacules. Le grand patron a décidé qu'ils abandonneraient simplement l'usine et chercheraient refuge auprès du groupe West Steel, une sorte de fusion. Un jour plus tard, Zhang Xiaoyang et quelques membres sélectionnés de son bataillon ont clandestinement passé les lignes ennemies. Comme ils s'y attendaient, ces nuisibles sont campés dans l'usine de charbon. Il a averti Jiangxi et Violi de baisser le volume et de rester près de lui pendant qu'ils se faufilent à l'intérieur des locaux. Après avoir observé la zone pendant un moment, ils ont remarqué qu'il n'y avait aucune activité humaine à l'intérieur du camp. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'était cette femme détestable menant l'assaut hier. Il était évident qu'elle avait été tuée par les siens. Bien que les 2 autres soient consternés, Xiaoyang s'y attendait déjà. Curieux, Jiangxi demanda à propos du grand gars qui avait brisé la porte. Cette bête était manifestement différente de Chen Chong. Pourtant, il avait des pouvoirs absurdes. Xiaoyang avait déjà abordé le sujet des évolueurs avec son peuple auparavant. Même le vieux Li était assez curieux de savoir comment on devient un soi-disant évolueur. Sans mâcher ses mots, Xiaoyang expliqua qu'on peut évoluer en mangeant des humains. Cette information choquante ferait frémir n'importe qui. Xiaoyang a expliqué que pour acquérir une capacité comme un mutant, la méthode la plus directe et simpliste est le cannibalisme. Étant donné qu'il a aussi des capacités inhumaines, Jiangxi a demandé s'il avait également suivi cette voie horrible. À l'avenir, doivent-ils aussi abandonner leur humanité et manger d'autres personnes? Xiaoyang a empêché ses amis de tirer des conclusions encore plus absurdes. Bien que le cannibalisme soit la méthode la plus directe, ce n'est pas la seule façon. Sortant quelque chose de sa poche, le jeune homme leur montra une sorte de pierre rouge lumineuse. En fin de compte, les évolués et les zombies sont tous des formes de vie mutées, et les mutants n'ont besoin que d'absorber de l'énergie exotique pour devenir plus forts. Les gens ordinaires ont en eux une énergie exotique innée, mais elle est rare et dispersée dans leur chair et leur sang. Les évolueurs et les mutants rares, en revanche, condensent leur énergie exotique en noyaux. Au fur et à mesure que l'apocalypse progresse, même les zombies normaux commenceront à former des noyaux exotiques. Même si c'est le cas, manger de la chair de zombie semble être un moyen sûr de se transformer en l'un d'eux.
Eh bien, les gens ordinaires ne peuvent pas simplement manger de la chair de zombie. Seuls les mutants comme Frère Chong peuvent le faire pour devenir plus puissants. Pendant qu'il parlait, le volume 2 de la mission de Némésis des méchants de Xiaoyang a été automatiquement réussi. On dirait que ces garçons de charbon ne représentent plus une menace pour sa communauté. Alors que Xiaoyang était distrait et occupé à regarder sa fenêtre de système, un zombie a failli l'attaquer. Heureusement, il a des réflexes surhumains pour éviter le danger. Il a calmement éliminé le zombie d'un coup de couteau. Curieusement, le zombie qu'il a éventré peut servir de démonstration parfaite de son point. Il a extrait le noyau du zombie de son corps. Étant donné que la population de zombies a augmenté, la saison de chasse est sur le point de commencer. Avec 2 noyaux dans ses mains, il a proposé à Jiangxi et Li Hongli de prendre de l'avance sur leur évolution. Jiangxi se sentait encore un peu réticent à l'idée de manger quelque chose qui sortait du corps d'un zombie, alors il a laissé le vieux Li prendre les 2 noyaux. Après mûre réflexion, le désir de Li Hongli de devenir plus fort a surmonté sa peur et ses incertitudes. Il a croqué 2 noyaux à la fois comme un enfant gourmand dans un buffet. Violi a immédiatement ressenti les changements dans son corps alors que les noyaux faisaient leur magie. Il se sentait plus incroyable qu'il ne l'avait jamais ressenti dans sa vie. Xiaoyang a dû lui rappeler qu'être un évolueur ne signifiait pas qu'il serait invincible dans ce monde apocalyptique. Prenant ce conseil à cœur, Violi assura le jeune homme qu'il ne deviendrait pas imprudent. La crise étant évitée, il est temps de retourner au camp. Pendant que les gentils sont en route pour rentrer chez eux, les salauds arrivent juste à l'usine sidérurgique de l'Ouest. En entrant dans le périmètre, un des gardiens les arrêta pour qu'ils n'aillent pas plus loin. Le grand patron numéro 3 s'est présenté nonchalamment comme le représentant de l'usine de charbon. Toujours méfiant envers le groupe, le chien de garde leur a dit d'attendre pendant qu'il rapportait au chef de la West Steel Mill. Après beaucoup de délibérations, les gars de l'usine de charbon ont été autorisés à entrer dans la faction voisine. Bien sûr, les grands patrons de l'usine sidérurgique ont immédiatement demandé ce qui se passait et où se trouvaient Jing Rui et le numéro 2. Numéro 3 a inventé une histoire d'attaque et de perte du patron Rui et du grand gars. En entendant cette information, l'intérêt du boss chauve de l'acierie a été piqué. Il a ordonné à ses hommes d'emmener les frères de la centrale à charbon et leur 3e patron dans l'une des planques. Pendant ce temps, le chauve s'est réuni avec son partenaire et a tranquillement élaboré un plan sournois. Numéro 3 et ses acolytes ont été mis à l'écart dans la soi-disant planque. Même maintenant, il corrige encore ses hommes sur son nouveau titre. Il était tellement concentré sur des choses si triviales qu'il ne remarquait pas à quel point la situation dans laquelle il s'était mis était louche. Un des garçons a fait remarquer qu'il était probable qu'il ne se trouvait pas dans une sorte de maison sûre. Si vous regardez autour, ils sont entourés de barreaux en fer et de portes fermées à clé. C'est essentiellement une prison. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait réellement, le gardien de l'extérieur fit irruption dans la pièce. Il demanda sévèrement à tout le monde de sortir. Quand ils ont obtenu une audience pour parler à nouveau au patron de l'acierie, il semblait que toute l'usine était présente. Numéro 3 choisit soigneusement ses mots et demanda ce qui se passait. La patronne en déduisit immédiatement que numéro 3 avait fait quelque chose de sournois et trahi le patron Rui, et que le crime devait être puni. Numéro 3 s'efforça rapidement de dissiper les accusations du patron Peng et du patron Ling, mais il était bien trop tard pour ça. Boss Ling n'achète pas l'excuse du malentendu, alors elle a appelé son chien de garde, Li Cheng, pour partager des informations. Ce type est allé à la centrale à charbon et a vu Li Jingrui mort sur le sol froid et dur de la cour, tandis que le numéro 2 était porté disparu. Il n'y avait aucun signe de lutte à cet endroit. L'explication la plus raisonnable est une trahison qui a mal tourné, tuant l'ancien patron. Même avec tous les faits exposés, le numéro 3 a tout de même choisi de nier les accusations. Dans ce nouveau monde, les preuves solides n'existent plus. Vous pourriez être puni pour n'importe quoi sans procès équitable. Honnêtement, l'usine sidérurgique de l'Ouest aurait éliminé ces gars du charbon sans les capacités de Boss Rui. Sans elle dans l'équation, le numéro 3 est entré dans la tanière des lions affamés. Un des sbires a désespérément tenté de plaider pour la clémence, offrant même des informations juste pour avoir une chance d'être sauvé. Boss Ling laissa le sbire parler, totalement désintéressé par ce que le type pouvait offrir. Le mouchard lui donna des informations concernant la colonie à l'est, pleine de fournitures, où le boss et numéro 2 ont été vaincus. Lorsqu'on lui demanda si la colonie se comparait à la Syrie en termes de force, le sbire estima qu'elle serait à peu près équivalente. Baldi et Boss Ling ne peuvent pas simplement ignorer une vraie menace à proximité. Le mouchard ajouta que ces gens de la forteresse de l'Est ne savent pas encore comment devenir des évolueurs, et qu'aucune personne n'a évolué. Li Cheng écoutait attentivement le mouchard et était assez perplexe à la mention des évolueurs. Baldi Peng a du mal à croire que Jing Rui perdrait face à un groupe de normaux, alors le mouchard explique qu'ils avaient des armes lourdes, du genre qui pourrait tuer quelqu'un comme numéro 2 en un seul coup. Boss Ling était très satisfaite d'avoir obtenu un tas de renseignements utiles. Pourtant, elle est impitoyable et ne récompense pas les traîtres. Lorsqu'elle a donné l'ordre de tuer, le sang des frères de la centrale à charbon s'est glacé. Ils ont crié et supplié pour leur vie jusqu'à ce que plus aucune de leurs voix ne soit entendue. La dernière partie de la faction de la centrale à charbon a été anéantie. Baldi Peng est très inquiet maintenant qu'ils sont au courant de la menace à l'est toute proche. La patronne Ling pense qu'il est prudent de ne pas attaquer immédiatement à cause de ses armes lourdes. Il serait sage qu'ils puissent évoluer davantage pour assurer le succès. D'abord, ils enverront des éclaireurs pour confirmer si ces gens sont vraiment des novices qui n'ont pas encore évolué. Pendant ce temps, Zhang Xueyang se détend simplement dans sa chambre, jouant avec sa fenêtre système et parcourant ce qu'il peut obtenir avec ses 126 points. À sa grande surprise, il y avait une boîte de fourniture de technologie noire de niveau 2 prête à être achetée pour 50. Sans hésiter, il a acheté tout le magasin, lui laissant 60 et 11 points. La caisse de provisions en sucre, en huile et en protéines lui a donné 500 kg de poudre de racines de lotus de première qualité, du beurre de cacao et des huiles de cuisson. Mais la véritable affaire était le sérum d'amélioration physique plus 20 de la boîte tech noire. Sa manipulation fut interrompue par un coup à la porte. Shan Shan entra dans la pièce pour l'informer qu'ils avaient attrapé une personne suspecte rôdant autour du périmètre. Xiaoyang se leva pour aller voir. Jiangxi et Violi ont appréhendé l'homme suspect, et ils n'arrêtaient pas d'insister sur le fait qu'il n'était pas un ennemi. Ils voulaient juste parler au chef de la forteresse. Une fois que Xiaoyang est arrivé, Monsieur Sus a finalement ouvert la bouche. Il s'est poliment présenté comme Xu Xing, de la West Wind Steel Mill.
À la mention de cet endroit, l'oncle Song a été alerté. Autant qu'il sache, West Wind est au sud-ouest. C'est l'une des plus grandes aciéries de la région, et, tout comme l'usine de charbon, elle est devenue un refuge de survivants. Cet endroit est à environ 3 km de l'usine de charbon. Si c'est si loin, alors pourquoi M. Sus irait-il jusqu'à la forteresse? Xu bomba le torse et affirma que dans ce monde chaotique, les survivants devraient rester ensemble. Ainsi, son chef l'a envoyé pour trouver d'autres colonies à des fins de recrutement. Xiao Haiyang refusa de mordre à un mensonge aussi évident. Cet homme a tourné en rond et dessiné une carte. Lorsque la carte a été sortie de sa poche, Xu Xing a souri maladroitement. Pour s'assurer qu'il ne se faisait pas avoir, Xiao Yang a activé son œil mental. Voyant à travers l'âme de Xu Xing, il est évident que ce type le regarde avec mépris. Vous voyez, notre gars n'est pas du genre tendre. Il a sorti un pistolet et l'a pointé sur le front de Xing sans cligner des yeux. À ce stade, tout le monde sait comment les choses fonctionnent dans l'apocalypse. C'est irrespectueux que ce gars-là ait pensé qu'il était idiot. Si Xiao Yang n'entend pas la vérité, Monsieur Sus peut dire adieu à son cerveau. Voyant le regard sérieux du jeune homme, Xing a avalé sa salive. Pourtant, il a persisté et a insisté qu'il ne mentait pas. Sa faction veut juste être prudente. Xiao Yang a tiré Jiang Qi à part et a demandé si Xing avait déjà vu frère Zhang. Heureusement, il ne l'a pas vu. Alors Xiao Yang a ordonné à ses hommes de laisser partir Monsieur Sus et de le laisser partir tranquillement. De plus, le jeune homme a même rendu la carte dessinée à la main. Xu Xing était ravi, pensant que son jeu d'acteur phénoménal avait fonctionné. Il s'est précipité hors de cette forteresse murée avant que le patron ne change d'avis. En regardant le scout évident courir, un sourire rusé s'est glissé sur la bouche de Xiao Yang. Il calcule déjà combien de points système il obtiendrait de cette aciérie Westwind ou peu importe. Depuis ce jour fatidique, 5 mois rapides et paisibles se sont écoulés. À l'usine d'acier de l'Ouest, l'angoisse de voir leurs gens disparaître un par un hante tous les esprits. Ils connaissent le coupable, mais ils ne peuvent rien y faire. Ce monstre tentaculaire est de nouveau actif, et ils ne savent pas comment réagir. Certains des éboueurs ont entendu un bruit venant de leur tas d'ordures, et ont été mortifiés. Avant qu'un des garçons éboueurs puisse revenir au moulin pour faire son rapport, il a rencontré sa fin sanglante à la pointe d'une lame aiguisée. Ce chien de garde d'avant, Li Cheng, a entendu les cris d'aide provenant de la pile de déchets. Le seul garçon éboueur qui a réussi à s'échapper avec sa vie a rapporté le meurtre de son camarade à Li Cheng, accusant le monstre tentaculaire. Les mentions de cette bête doivent toujours être prises au sérieux. Cette fois-ci, elle attaque en plein jour sans prévenir. Alors Li Cheng a pris son arme, a dit aux civils de se cacher, et a appelé des évolueurs avec des capacités d'évasion pour le suivre. Lorsqu'ils sont arrivés dans le tas d'ordures, ils ont immédiatement repéré une silhouette suspecte. Choisissant d'être prudent, Li Cheng avertit ses hommes de ne pas engager le combat et de simplement s'échapper lorsqu'ils sont repérés. Après une inspection plus minutieuse, il comprit enfin que le monstre qu'il redoutait n'était pas là. En regardant le sol, il y avait des traces. Peut-être que le monstre a attrapé sa proie et s'est enfui. Depuis que la montagne Beishui et l'usine de charbon du Sud ont été supprimées, le nombre de disparitions a continué d'augmenter. Avant, le monstre se promenait dans différents établissements. Maintenant, la Syrie est son seul terrain de chasse. Mais Li Cheng sentait dans ses tripes que l'homme tentacule n'avait rien à voir avec cet incident particulier. De retour à la forteresse, les avancées des 5 derniers mois sont clairement visibles. Zheng Xiaoyang avait déjà survécu plus longtemps que lors de sa précédente tentative. Si cela continue, reconstruire la civilisation pourrait ne plus être un rêve illusoire. Actuellement, son score communautaire est monté à 38. Cela fait des mois maintenant, mais la mission du système pour s'occuper de la Syrie de l'Ouest n'est toujours pas apparue. Pendant ces mois, le reste de son cercle intime a travaillé d'arrache-pied. Voyant que Shan Shan et les garçons sont de retour de leur mission extérieure, Xiaoyang a démontré ses capacités surhumaines en sautant du haut du mur jusqu'au sol. Jiang Qi a rapporté que l'opération de chasse a été un succès. Avec leur force actuelle, personne ne pourrait les combattre ou les suivre. Le petit Shuai avait également commencé à participer aux chasses avec les adultes. Wan Wan s'est occupé de lui sur le terrain et il grandit pour devenir un combattant redoutable. Aujourd'hui, il a même abattu un zombie tout seul. Dans le cadre du volume 3 de Vilain Nemesis, le bataillon de la forteresse est sorti chasser des zombies pour éliminer les menaces et aider d'éventuels alliés tout en récupérant chaque noyau mutant qu'il rencontre. Jusqu'à présent, Xiaoyang est confus par la partie sur les alliés potentiels. Peut-être que cela fait référence à la Syrie de l'Ouest. Puisque le système ne lui donne pas le feu vert, Xiaoyang a décidé de prendre l'initiative et d'infiltrer l'usine par lui-même. Bien sûr, le vieux Li était contre cette idée. Oncle Song s'occupe de plusieurs éclaireurs qui rôdent autour de leur territoire depuis des mois maintenant. Il est fort probable qu'ils aient de mauvaises intentions. Xiaoyang a assuré aux anciens qu'avec sa force, même quelqu'un d'aussi puissant que frère Zhang ne pourrait jamais le blesser. De plus, il pourrait aussi bien découvrir maintenant si ces gens sont des amis ou des ennemis. Oncle Sheng, vieux Li et tous ceux de son cercle restreint seront responsables de la forteresse et de la ville voisine hébergeant les réfugiés. Eh bien, la forteresse ira bien, mais tout le monde est juste inquiet pour leur chef. Sans ce jeune homme, la communauté s'effondrera. De retour à la Syrie, Li Cheng est revenu de sa fouille du tas d'ordures. Il voulait juste parler au patron, mais il a été empêché d'entrer par des gardes. Li Cheng a craqué et a attrapé le garde par la gorge, le soulevant dans les airs. Quand il a réalisé que sa colère avait pris le dessus, il s'est repris et a retrouvé le contrôle. Il a reposé le garde et s'est immédiatement excusé. À vrai dire, Li Cheng commence à s'inquiéter de ses explosions constantes ces derniers temps. Au cours des derniers mois, il perd le contrôle de ses émotions. Quand les patrons ont entendu sa voix, ils ont accordé à Li Cheng la permission d'entrer. Li Cheng est entré prudemment dans le bureau de la patronne et a trouvé la boss Ling, aux muscles absolument déchirés, seule dans son bureau. Li Cheng a proposé une théorie différente qui expliquerait l'augmentation récente des disparitions dans leur région. Après avoir soigneusement examiné une scène de crime récente, il a trouvé des empreintes de femmes. Ce qu'il dit, c'est qu'il pourrait attribuer les morts et disparitions à l'homme tentacule alors qu'il y a un autre tueur en liberté. Boss Ling n'a pas rejeté sa théorie immédiatement, mais lui a conseillé de la garder pour lui pendant un moment. Un homme tentacule suffit déjà à terrifier toute la colonie.
Ils ne peuvent pas se permettre d'augmenter l'anxiété des gens au point qu'ils aient trop peur pour sortir. Li Cheng a tenté de s'opposer au patron, mais en voyant son visage s'approcher si près de lui, il a cédé et a rougi comme un écolier. Il s'excusa maladroitement, prenant congé de Boss Ling. Li Cheng est un homme fort, mais face à sa patronne, il n'arrive tout simplement pas à réfléchir clairement. D'une autre pièce que le bureau de Boss Ling, une voix se moquant d'elle pour son manque de prudence résonna. Elle a répliqué qu'elle céderait volontiers au travail à quelqu'un d'autre si ses méthodes étaient critiquées. La voix dans l'autre pièce appartient à Baldi Peng, qui est en train de découper le cadavre de ce garçon poubelle d'avant. Ces jours-ci, Ling fait les meurtres et Baldi fait le nettoyage. Ils jettent les têtes de leurs victimes et mangent la viande du corps. Pendant ce temps, notre garçon est occupé à tuer des zombies, nettoyant les rues un mort-vivant à la fois. Maintenant qu'il approche de sa destination, il doit se faire plus discret. Il a sorti une paire de ciseaux de son espace de stockage dimensionnel et a fait la chose la plus diabolique. Ce type a commencé à se couper les cheveux les yeux fermés. Puis, il a attrapé une poignée de terre du sol et s'en est barbouillé le visage. Pour la touche finale, il a même sorti l'outil de déguisement ultime, une paire de lunettes. Pour quelqu'un qui a délibérément essayé d'avoir l'air minable, il n'était pas si mal du tout. Lorsqu'il s'est approché suffisamment de la scierie, un des gardes en patrouille l'a remarqué. Bien sûr, un étranger errant autour du périmètre est sujet à l'hostilité, mais il a accueilli l'agression avec un sourire. Il a prétendu remarquer des signes d'activité humaine de loin,